Voilà, bienvenue en tout cas à toutes et à tous à ce webinaire de notre instance Bassin de Liège qui a, comme vous le savez, pour thème le Green Deal, donc ce fameux pacte européen pour l'environnement. En tout cas, je suis en tout cas très content de voir la belle affluence. Je pense qu'il y a beaucoup d'inscrits. À mon avis, d'autres personnes vont venir nous rejoindre sans doute dans les minutes qui viennent. Donc là, je suis vraiment content de voir cette belle affluence. Et en tout cas, je m'en réjouis. Voilà, je suis vraiment content. Pour les initiés, vous remarquez que ce webinaire n'a pas une forme traditionnelle, puisqu'à la suite d'un problème d'ordre technique, nous avons dû adapter notre format, je vais dire, et se tourner vers un format de visioconférence traditionnelle. Ceci n'est pas très grave, n'empêche nullement la tenue du webinaire, mais ça implique que chacun se discipline effectivement un minimum et respecte en tout cas l'ensemble les consignes que vous voyez à l'écran pour le moment, notamment en matière de prise de parole. Pour que les choses se passent correctement, évidemment, il faut éviter de se couper l'un l'autre la parole et de couper la parole aux intervenants. Donc, bien respecté, mais je suis certain qu'il n'y aura aucun problème à ce niveau. Alors, pour introduire, je dirais que notre succès d'audience aujourd'hui est très certainement lié à la qualité de notre intervenant principal, Monsieur Marc Tarabella. Et j'aurai l'occasion, évidemment, d'adresser toute une série de remerciements à la fin de ce webinaire. Mais là, pour lui, je tiens d'ores et déjà à le remercier, en tout cas pour la disponibilité et le temps qu'il nous a accordé pour participer et aussi préparer cet événement. Donc là, vraiment, un grand merci à lui. Je ne ferai évidemment pas l'impasse sur ce que j'appellerais la dispensable séquence Wikipédia sur notre invité, donner quelques mots de présentation. Et vous verrez que dans les quelques éléments biographiques que je vais donner, vous constaterez que Marc Tarabella a occupé de nombreuses responsabilités en droite ligne avec les préoccupations des instances bassins, puisque outre le fait d'être né à Augré dans le bassin liégeois, et je dirais même le bassin industriel liégeois, d'avoir étudié la sociologie, qui est une caractéristique qu'il partage, je crois savoir en tout cas, avec des membres de l'équipe administrative de notre instance bassin, d'être le bourgmestre d'Antibes depuis 1994. Il a occupé entre 2007 et 2009 des responsabilités en tant que ministre wallon ayant en charge la formation et ministre communautaire de la jeunesse ayant en charge la promotion sociale. Donc, vous voyez vraiment en droite ligne avec nos préoccupations. Et plus personnellement, je sais que lors de son passage dans le professionnel dans le secteur privé, il a été très actif syndicalement. Donc voilà, je le souligne aussi. Bien sûr, nous recevons Marc aujourd'hui en tant que député liégeois au Parlement européen. Il y a été élu pour la première fois en 2004. En 2019, il entamait sa 4e législature dans l'hémicycle strasbourgeois ou bruxellois. C'est plus souvent, je le sais, à Bruxelles. En tout cas, ce parcours en fait sans doute l'un des connaisseurs les plus avisés de la politique européenne. Au quotidien, il est actif dans les commissions parlementaires sur l'agriculture et le développement. Donc, c'est ce qu'il occupe au quotidien et le plus. Et donc, j'en profite aussi, effectivement, pour bien préciser la nature de l'intervention de Marc Tarabella aujourd'hui. Il s'exprimera ici en tant que représentant politique liégeois au Parlement européen, qui s'adresse effectivement au tissu socio-économique sur ce Green Deal, et non pas en tant qu'expert dans tous les domaines que nous aurons l'occasion d'aborder cet après-midi. Et alors, je précise aussi alors un peu plus loin, effectivement, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être à la fin de ce webinaire, que cette rencontre, elle introduit en fait une organisation qui aura lieu dans le courant du premier semestre de 2021 sur un cycle de tables rondes sectorielles qui auront pour thème l'une l'industrie, l'autre la logistique et la troisième sur la construction. Mais nous tenions pour entamer ce cycle de tables rondes sectorielles à entendre le politique dans un premier temps, et ensuite nous aurons l'occasion de réfléchir au cours de cette table sur des thématiques qui pourront éventuellement, le cas échéant, être plus précises. Ensuite, à vos demandes. Voilà, Marc, nous t'écoutons. Bon webinaire à tous. Merci. Merci Benjamin, et comme tu l'as précisé, mais voilà, je suis évidemment heureux de participer à votre réunion, évidemment sur un sujet fondamental, un sujet intéressant, et en plus qui comporte évidemment les impacts et qui interroge et qui pose question dans les secteurs clés tels que ceux que vous représentez aujourd'hui.
Donc merci pour l'initiative et la mise au point que tu as faite, c'est parce qu'on a eu un entretien un peu, j'étais un peu, non pas apeuré, je ne le suis pas très vite, mais quand je vois la nature des questions que vous vouliez poser, qui attendent normalement des réponses précises, j'essaierai de faire au mieux avec toute mon équipe, comme disait Robert Mailleux, je m'y suis engagé. C'est-à-dire que, effectivement, moi, le Green Deal, tout le monde en parle. C'est évidemment une des pierres angulaires de cette législature, j'espère sans doute des suivantes. Mais je me suis davantage focalisé sur le volet agricole, qui est aussi un émetteur de gaz à effet de serre, un gros émetteur, aux côtés d'autres secteurs qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais il est clair que pointu dans la connaissance, je ne le suis pas. Et donc, si vous attendez des réponses parfois précises, il y en avait d'ailleurs certaines qui étaient posées plutôt d'ailleurs aux responsables wallons, puisque même si le budget, une partie du budget va venir du niveau européen, il est clair que la mise en œuvre et les priorités sont davantage déterminées au niveau européen, au niveau des États membres et des collectivités. Chez nous, c'est un État fédéral, donc c'est beaucoup les régions et un peu les communautés, mais surtout les régions qui vont être à la manœuvre. Alors, rappelez en quelques mots ce qu'est le Green Deal et donc, par avance, comme c'est un sujet, honnêtement, que je pourrais parler de tête. Moi, j'aime bien parler de sans texte, ni sans PowerPoint. Et donc, ce sont des sujets que je maîtrise mieux, sans problème. Ici, je vais vous paraître un peu scolaire, où j'aurai parfois les yeux rivrés sur un aide-mémoire, et y compris dans la réponse à vos questions, parce qu'on a quand même travaillé dessus avec une stagiaire et une de mes assistantes qui ont fait les recherches nécessaires pour essayer de vous répondre au mieux. Mais d'abord, la feuille, le Green Deal, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, on va dire une roadmap, une feuille de route qui a pour objectif de rendre l'Union européenne plus durable au niveau de notamment avec la version environnementale, et peut-être j'aurai l'occasion d'insister, on insiste peut-être un peu trop sur l'aspect environnemental, ne plus émettre, être neutre en carbone, c'est des mots qui sonnent bien, mais évidemment la durabilité, je rappelle toujours qu'elle a 3 dimensions, d'abord l'économique, le social et l'environnemental, et tout ça c'est sur un pied d'égalité, et donc on doit tenir compte de toutes les réalités. Donc cette feuille de route, elle a pour objectif de rendre l'Europe plus durable, disais-je, avec un changement qui serait évidemment à effectuer pour l'Europe et on espère pour le reste du monde. Et on a besoin évidemment d'une nouvelle stratégie de croissance qui transforme l'Union européenne en une économie. Les mots modernes, compétitive, on les prend dans les textes. Hein. Compétitive, on le met à toutes les sauces chez nous, mais c'est vrai qu'elle doit être performante, en tout cas, efficace dans l'utilisation de ses ressources. Et donc les émissions dans ces ressources et l'émission, il y a les émissions des gaz à effet de serre qui devraient devenir nulles, en tout cas que le bilan soit neutre, nul, en 2050, avec une croissance dissociée et une utilisation de ces ressources, et où personne, aucun secteur, aucune personne ne serait laissée de côté, ou en tout cas il faut être attentif à tous les secteurs. Alors, le Pacte vert pour l'Europe propose un plan d'action qui est destiné à la fois à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire. Réutiliser les déchets qui autrefois étaient enfouis ou encore certains le seront encore dans le futur, mais que des résidus, parce que l'utilisation dans l'économie de ce qui était jadis des déchets, mais qui aujourd'hui peut être une opportunité de matériaux novateurs, c'est probablement une des pistes les plus importantes aussi. Alors, restaurer la biodiversité et réduire la pollution, ça, il faudrait quand même enfin y arriver, parce que la biodiversité, elle perd depuis 50 ans de manière très, très descendante, en tout cas, je ne veux pas dire exponentielle vers le bas, mais je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, elle s'érode très, très fortement. Et l'agriculture est un des secteurs qui est probablement en est aussi responsable. Alors, le plan présente des investissements nécessaires et des instruments de financement disponibles, et il explique comment garantir cette transition juste et inclusive. Alors, dire que l'Union européenne va être climatiquement neutre en 2050, il y a une législation européenne sur le climat qui doit transformer cet engagement politique en obligation légale transposée dans les directives, voire des règlements quand ils s'appliquent directement dans les États membres. Alors, tous les secteurs de l'économie, ça, la Commission insiste, doivent passer, j'allais dire à la caisse, mais en tout cas doivent contribuer utilement à cette amélioration. Alors, c'est vrai que l'investissement dans quelques clés, dans les technologies respectueuses de l'environnement, soutenir l'innovation dans l'industrie, déployer des moyens de transport et privés, tant des biens que des personnes, plus
plus propre, plus abordable, plus sain, décarboner le secteur de l'énergie, améliorer l'efficacité de l'énergie des bâtiments. C'est déjà. J'aurais souvent l'occasion de dire aussi, je le dis peut-être une fois aussi, on ne part pas de zéro. Et moi, en tout cas, j'ai pleinement conscience que on a déjà fait pas mal d'efforts. Ils sont commencés, ils doivent être sans doute accentués, mais je pense que beaucoup d'entreprises ont déjà fait des efforts. Beaucoup de collectivités publiques, aujourd'hui par exemple, moi qui suis effectivement bourgmestre, comme Benjamin l'a rappelé, ben maintenant dans un plan d'investissement triennaux qui sont subsidiés par la région wallonne, on doit mettre 30% d'investissement qui soit à caractère d'économie d'énergie. Donc forcément sur des bâtiments publics où il faut améliorer, je dirais en tout cas diminuer cette dépense d'énergie. Et donc il y a quelque part des contraintes qui sont sans doute salutaires, mais elles existent déjà. Alors travailler aussi, des aspects, c'est de travailler avec les partenaires internationaux pour améliorer les normes environnementales mondiales. Car il ne sert à rien d'être plus catholique que le pape et de vouloir le faire en Europe si dans d'autres. D'ailleurs, il y aura une question qui est un peu compliquée pour moi par rapport au transfert de la responsabilité, par rapport au CO2, ben, la marchandisation. Mais c'est vrai que si d'autres parties du monde ne font pas le même effort, ben, c'est un peu vain de peut-être d'être les seuls à vouloir poursuivre ce but. Heureusement, politique internationale, hein, 2 secondes, mais l'élection de Biden et son revirement par rapport à ce que voulait faire Trump, ou ne pas faire plutôt par rapport aux efforts, l'accord de Paris, bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça ne sert à rien que d'être un peu seul au monde, mais je pense aussi que de grands acteurs comme la Chine font pas mal d'investissements aussi, eux qui sont souvent victimes de pollution dans les villes, ils en prennent conscience et aussi font des efforts, donc tout ça est assez encourageant. Alors, l'Union européenne elle a fourni un cadre juridique pour les années 2021 à 2027 avec une mobilisation, vous avez entendu parler du plan des 750 milliards au niveau de la relance. Certains disent 1850 milliards, mais ce n'est pas 1850, parce que 1100, c'est déjà le budget européen tel qu'il existait auparavant, grosso modo. Et donc, il y a 750 milliards sur 7 ans avec à la fois des crédits, des mobilisations d'emprunt, mais aussi des subsides qui viendront directement. Et d'ailleurs, la Belgique a une notification, comme tous les autres pays, du montant qui viendrait de l'Union européenne. Alors, il y aurait 3 piliers par rapport à ces efforts. Il y a un fonds de transition équitable d'à peu près 40 milliards d'euros qui génère au moins, c'est évalué entre 89 et 107 milliards, donc fois 2,5. C'est un effet multiplicateur qui m'apparaît plus raisonnable que ceux du fonds Juncker à l'époque. Il y a aussi un programme Just Transition de l'Union européenne qui mobilisera 30 milliards d'euros d'investissement. Et puis il y a les prêts de la Banque européenne d'investissement pour le secteur public. On détaille cela avec des milliards d'euros dans toute une série de secteurs. Alors, qui en bénéficiera de ces efforts nécessaires? Je dirais 3 catégories. D'abord, ça ne sert à rien de faire quelque chose si les citoyens n'en profitent pas. Donc, il y a d'abord les personnes et les citoyens, notamment, qui sont les plus vulnérables à la transition. Alors, c'est vrai que le mécanisme de transition équitable devrait les protéger en facilitant les possibilités d'emploi dans les nouveaux secteurs et les secteurs en transition, offrir des possibilités de reconversion. Mais là, ça tombe bien que le Forum organise, parce que c'est vrai que comme organisme pouvant essayer, je sais que la volonté, en tout cas, a existé, sûrement continue et continuera d'exister, à un moment donné, de s'adapter au mieux, d'adapter au mieux les formations, avec vers les nouvelles formations qui sont destinées à procurer un travail, et en tout cas de grandes chances de travail, parce que la reconversion sera la réalité dans pas mal de secteurs. Améliorer l'efficacité énergétique des logements, ça c'est fondamental. S'il y a bien un investissement durable par excellence, c'est celui-là, hein, l'économie de chauffage, quand on isole sa maison, et eh bien, c'est tout de suite et l'environnement et le porte-monnaie, après investissement, et le porte-monnaie du citoyen qui s'en ressent, et économiquement, ben, c'est quand même des travaux dans un secteur porteur d'emploi, notamment qui est profitable à des petites et moyennes entreprises. Quand on fait des travaux au bâtiment, qu'ils soient publics ou privés, ben, je pense que c'est de nature exemplatif. Et faut-il avoir des mécanismes aussi peut-être pour encourager, mais j'entre dans le sujet, je ne devrais peut-être pas faire trop d'incises et aller dans le détail, mais quand la personne n'a pas de moyens peut-être pour investir, peut-être faut-il un tiers investisseur qui évidemment se rémunère sur les gains d'énergie et qui procure qui permet la faisabilité de cet investissement.
Alors, oui, investir pour la lutter contre la pauvreté énergétique, faciliter l'accès à une énergie propre, abordable et sûre. Deuxième grand aspect au-delà des personnes, c'est les entreprises et les secteurs actifs et qui comprennent les industries à forte intensité de carbone. Et là, le mécanisme de transition équitable doit les protéger en soutenant la transition vers des technologies à faible intensité de carbone et diversification économique qui est fondée sur les investissements et des emplois à l'épreuve du climat, créer les conditions attrayantes pour les investisseurs tant publics que privés, faciliter l'accès aux prêts et aux aides financières, investir dans la création de nouvelles entreprises, de PME, voire des start-up, en espérant qu'elles prolifèrent et qu'elles se commutent en entreprises performantes, investir dans les activités de recherche et d'innovation. C'est souvent là que le bas blesse. J'étais encore étudiant, je fréquentais le Val-Benoît d'ailleurs, l'Institut de mathématiques, et on parlait déjà à l'époque qu'il fallait investir au moins 3% du PIB dans la recherche. Et là, on a toujours été en dessous. Je dirais en Europe, peut-être l'Allemagne y arrive, et en tout cas la Suède. Mais ce n'est pas par hasard que ces pays sont aussi, en tout cas la Suède, un miracle économique, petit pays, mais avec grand par le talent, par le nombre d'entreprises et de technologies qu'ils ont développées. Il n'y a pas de secret, c'est la recherche et l'innovation qui sont à la base de cela. Alors, comme les catégories bénéficiaires, on a les citoyens, des entreprises, secteurs, c'est aussi les États membres, les régions, les pouvoirs qui sont fortement dépendants des combustibles fossiles et des industries à forte intensité de carbone. Mais le mécanisme de transition équitable doit les protéger en soutenant la transition vers des activités à faible intensité de carbone, et notamment créer de nouveaux emplois dans l'économie dite verte, investir dans les transports et publics durables, moins consommateurs ou beaucoup moins consommateurs d'énergie fossile, fournir une assistance technique, investir dans les sources d'énergie renouvelables, améliorer la connectivité numérique, c'est fondamental. La période que l'on vit depuis 1 an maintenant nous montre que la connectivité, c'est important en termes de les étudiants, pouvoir étudier de chez soi, eux qui sont contraints de ne plus aller, ceux qui fréquentent le degré supérieur, mais ceux qui sont contraints au télétravail ou poussés au télétravail. Quand je dis contraint, c'est aussi une opportunité, mais il ne faut pas que ça devienne que télétravail. Moi, à la commune, on applique les règles à la lettre. Les gens en ont ras-le-bol, ils veulent revenir à la commune. Ils ont raison. Mais de fait, quand on fait de grands trajets, peut-être 1 jour par semaine, peut-être 2 jours par semaine, encourager le télétravail, c'est pas mal. Mais là, il faut une connectivité. Et souvent, le milieu rural, d'ailleurs, souffre en investissement de ce point de vue-là. Améliorer des infrastructures énergétiques, le chauffage urbain, les réseaux de transport, ben voilà des secteurs d'activité qui sont clés, évidemment, par rapport à cela. Dans les secteurs le secteur de l'industrie, je vais aller peut-être pas plus rapidement, mais évidemment, il est concerné. La nouvelle stratégie vise à aider l'industrie européenne à mener une double transition vers la neutralité climatique vers 2050 et quelque part à prendre un leadership numérique qu'on a un peu perdu d'ailleurs, hein, parce que le marché, tout ce qui est nouveaux médias, mais surtout le numérique, c'est beaucoup les Américains et les Chinois qui le développent et nous qui le réglementons. Je paraphrase une phrase de Madame Marcegaglia, qui fut la patronne de Business Europe, et un jour elle avait dit « Les États-Unis inventent, les Chinois copient et l'Europe, elle réglemente ». Je ne l'apporte pas toujours en estime dans certains de ses propos, mais celui-là, en tout cas, je l'avais apprécié parce que ça change un peu, heureusement. Il faut que ça change. Je pense qu'on on a peut-être loupé certains trains du numérique. Aujourd'hui, on doit prendre conscience que c'est une voie qu'il faut essayer de privilégier parce qu'elle est source de progrès et sans doute d'économie et d'économie d'échelle. 3 grandes priorités: préserver la compétitivité de l'industrie européenne par rapport aux concurrents mondiaux. Et je le répète, ça ne sert à rien de faire des efforts qui sont certainement coûteux en investissement si d'autres ne font pas l'effort, ou bien qu'on ne prenne pas des mesures qui visent à équilibrer les choses et faire en sorte que la concurrence, c'est un terme qu'on emploie souvent au niveau européen, ben, elle soit légale et en tout cas pas faussée. Alors, rendre l'Europe climatiquement neutre, ça, c'est mis dans le texte. Hein. J'aurais dû le barrer quelques fois parce que c'est souvent remis. Mais bon. Des actions à proposer, certainement. Moderniser et décarboner les industries fortement consommatrices d'énergie, ça, c'est clair. Soutenir les industries de la mobilité intelligente et durable. Promouvoir l'efficacité énergétique. Mais bon, c'est quand même une série de choses que vous savez déjà. L'Alliance pour l'hydrogène propre, je pense que l'hydrogène, c'est aussi quelque chose, un secteur dans lequel la recherche doit s'intensifier. Elle le fait à certains endroits parce que c'est aussi une source
je dirais, d'un carburant propre dont le résidu, comme vous le savez, c'est de l'eau. L'industrie qui a un rôle de premier plan dans la réalisation de l'objectif de neutralité climatique de l'Union d'ici 2050. Devenir plus compétitif, plus verte, plus circulaire. Je me méfie toujours du mot plus compétitif parce que moi qui suis de base fils d'agriculteur ou d'agricultrice, mais qui voit ce qu'on dit chaque fois que l'agriculture, il faut être compétitif, mais ok, mais le problème c'est que le return n'existe pas. Puisque on a beau être compétitif, mais les prix baissent et baissent inexorablement, ce qui fait que c'est dans les secteurs où les personnes ne sont pas payées pour le travail qu'ils font, mais uniquement par un chèque d'assistance européen qui est là et qui met un peu de baume au cœur de ce secteur qui a fait des efforts, qui continue de faire des efforts, y compris en verdurisation, en tout cas en consommation beaucoup plus raisonnable qu'à une certaine époque de pesticides, de fongicides, qui a une transition écologique pour toute une série d'agriculteurs, qui en Wallonie d'ailleurs est probablement le 4e ou le 5e pays, région en Europe où l'agriculture bio prend un essor. Mais évidemment, j'ai dit ça ne sert à rien d'être vertueux si on n'en a pas la récompense aussi. Donc c'est clair que des aides sans doute doivent arriver pour aider ces secteurs à leur transformation. Alors, l'action de la Commission prévoit de mettre en œuvre une nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne, quelques points parmi les nombreux. C'est en matière d'acier propre. La Commission soutient la mise au point de technologies de pointe dans le domaine de l'acier propre qui conduira à un processus d'élaboration d'un acier zéro carbone. Ça, c'est le futur. Une stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente. Je pointe aussi un mécanisme d'ajustement des carbones aux frontières. C'est une proposition en 2021 qui vise à réduire les fuites de carbone compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Moi, il y a un ancien collègue, c'est un syndicaliste français, c'était Édouard Martin, celui de Florange, qui a été mon collègue pendant 5 ans, et qui n'arrêtait pas de parler de ça. Il avait raison, parce qu'à un moment donné, on démantèle, et il expliquait très simplement, quand on démantèle la sidérurgie chez nous, on dit qu'elle n'a pas d'avenir, etc. Mais si c'est pour aller la rebâtir ailleurs, et finalement que l'Europe ne produit plus son acier, certes, en ayant amélioré ses règles de durabilité ou en tout cas de moindres émissions, mais qu'on délocalise en Inde, en Chine ou ailleurs, et qu'on doit réimporter cet acier qui ne répond pas du tout aux conditions qu'on imposait, c'est un peu le même jeu pour toute une série d'entreprises et de secteurs. Si les règles du jeu ne sont pas les mêmes, mais qu'on importe et qu'on autorise l'importation de ces matériaux, ben là, on a un jeu de dupes et un problème qu'il faut essayer de résoudre et auquel, en tout cas, il faut être attentif. La logistique, évidemment, aussi gros secteur qui représente 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Et le pacte vert vise évidemment une réduction de ces émissions de 90% d'ici à 2050, avec toute une série de constats, mais aussi d'utiliser différents modes de transport probablement, davantage les marchandises avec le chemin de fer, l'intermodalité, on en reparlera, la voie d'eau quand c'est possible, pour réduire effectivement les émissions dues à l'aviation aussi, sans que ça coûte aux entreprises et aux consommateurs. Donc permettre de faire baisser de 10% les émissions dues au transport aérien est aussi un des objectifs à plus court terme. Gros secteur, que j'ai encore la transition verte qui est remise en question par la chaîne d'approvisionnement en métaux, parce que ça c'est un aspect sur lequel j'aime bien insister, parce que quand on dit énergie renouvelable, transition verte, c'est des mots qui sonnent bien. Et c'est quoi la réalité derrière? C'est évidemment plus besoin de métal aussi, pour construire une éolienne notamment, mais c'est aussi des nouvelles technologies qui vont de plus en plus reposer fortement sur des matières premières qui sont critiques. On parle du lithium, du cobalt, du tungstène, des éléments de terre rares, et la demande de ces matières premières au niveau de l'Union européenne devrait doubler d'ici 2050. Et ça rend l'approvisionnement diversifié essentiel pour accroître la sécurité d'approvisionnement au niveau européen. Or, nous savons bien que ce genre de métaux rares, etc., sont souvent ailleurs que chez nous. Et qui met la main dessus? D'autres acteurs, la Chine par exemple, sans doute pragmatique, donc ce n'est même pas une critique, même si parfois des comportements, je ne parle pas de développement aujourd'hui, c'est mon autre politique de prédilection, avec l'accaparement de terres en Afrique et d'endroits où forcément il y a des mines, où c'est souvent intéressant de faire la route qui va à la mine, mais au-delà de ça. Et donc clairement,
ça pose des problèmes aussi en termes humains, de droits des travailleurs, du travail des enfants à certains endroits. Il est clair que cette économie durable, elle doit être durable tout au long de la chaîne, et pas que dans la production finale d'énergie plus propre, si ça repose sur des personnes des personnes et des ressources qui sont exploitées. Et donc là, c'est pour ça que la notion de, je travaille dessus d'ailleurs, et c'est le commissaire Reinders qui fera la proposition législative, le devoir de diligence, la due diligence, qui va s'appliquer au niveau des entreprises, tant au niveau européen, mais aussi soit de ce qu'elles font quand elles sont en dehors du sol européen, mais aussi s'il y a une importation, c'est de veiller à ce que le même respect se fasse à l'avenir par les entreprises qui dépendent d'autres pays. Oui, le groupe d'experts internationaux sur le programme des Nations Unies pour l'environnement, 2-3 lignes. La transition énergétique envisagée doit être très forte, et ce que je disais tout à l'heure, il y a un instant, elle est très forte en intensité métallique et elle entraîne une augmentation considérable de la demande de métaux et de matériaux. Et donc, ça c'est clair que pour remplacer l'énergie fossile, la réalité de ce qui se passe, notamment dans la réalité des minerais, et au niveau européen, on a essayé de voter sur les minerais des conflits, et donc essayer d'avoir des règles de transparence, de traçabilité. C'est fondamental. Je vous donne un exemple qui m'est venu cette semaine, parce qu'on me sollicite beaucoup, comme je dis souvent oui. Je participe à une réunion sur les gaz fluorocarbonés. Donc, c'est les gaz des réfrigérations qui servent à la climatisation, notamment de nos voitures, et bien plus largement, notamment des bâtiments. On a fait une règle européenne très, très stricte par rapport à l'élimination de certains gaz dangereux, mais il y a un marché parallèle qui s'est installé. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est la Chine qui produit des gaz qui ne respectent pas du tout les conditions qu'on impose à nos producteurs européens, et ils les importent illégalement via des ports, que ce soit Rotterdam, avec une circulation interne de l'Union européenne un peu non transparente. Mais quand un garagiste vous propose de réparer votre appareil de climatisation de votre voiture, peut-être pour 15 € au lieu ou d'injecter du gaz moins cher, c'est que le gaz n'est pas réglementaire. Et donc, mais on en arrive à ce que une proportion, c'est pas marginal, plus la moitié ou presque la moitié du gaz de réfrigération en Europe vient du marché parallèle clandestin de gaz qui ne devrait pas être utilisé au niveau de l'Union européenne. Beaucoup de réflexions sont faites aussi dans la société civile par rapport à l'accord, le Green Deal, qui met fortement l'accent sur l'obtention d'un accès stratégique aux principaux minéraux et métaux. Et là, on le comprend, les ONG, notamment de développement, insistent là-dessus. Je pense qu'il y a eu, j'ai vu un article de M. Tidgat, responsable du MICOR, qui voulait mettre aussi davantage l'effort sur la réalisation d'un approvisionnement plus responsable en matières premières, avec les entreprises qui devraient envisager l'atténuation et l'évaluation des risques, et effectuer une vérification des antécédents des fournisseurs. Et là, c'est lui qui parlait d'une meilleure et d'une traçabilité réelle tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Alors, que vous dire? Le secteur de la construction, qui est évidemment un secteur aussi clé dans sa participation à ce Green Deal, c'est un des plus grands consommateurs effectivement d'énergie en Europe, pas le secteur de la construction en tant que tel, mais l'ensemble des bâtiments au niveau européen est responsable de plus d'un tiers des émissions de l'Union européenne, mais seulement 1% des bâtiments font l'objet de rénovation éco-énergique chaque année. Donc le rythme de rénovation des bâtiments plus anciens est tellement lent que si on continue à ce rythme, on ne va pas nécessairement poursuivre l'objectif. Et donc, sans doute, aura-t-il besoin de boosts qui sont partiellement prévus, évidemment. Donc, une action efficace est cruciale pour l'Europe, au niveau neutre climatique 2050, si c'est l'objectif, doit concerner le secteur du bâtiment, évidemment. Alors, 75% du matériel, des bâtiments aujourd'hui, dit-on, mais c'est à l'échelle européenne, c'est une étude européenne, est inefficace sur le plan énergétique. Et probablement la majeure partie de ces bâtiments qui auront fait l'objet ou pas d'une rénovation seront encore utilisés en 2050. Donc, gros effort à mettre là-dessus. Alors, comme ils sont responsables, les bâtiments, d'à peu près 40% de la consommation totale d'énergie dans l'UE et 36% exactement des émissions de gaz à effet de serre, c'est clair que la rénovation doit être un des
des objectifs au-delà de la construction qui se fait déjà dans les normes beaucoup plus respectueuses aujourd'hui et notamment au niveau des normes PEB. Mais là aussi, on ne part pas de zéro. Quand on vend une maison aujourd'hui, on doit avoir un certificat PEB qui fait partie intégrante de l'acte de vente, ou en tout cas, clairement, c'est clair que ça déprécie le bâtiment ou ça l'apprécie en fonction de son résultat. Donc, l'invitation à être plus performant, quelque part, existe déjà. Il faut juste, enfin, quand je dis il faut juste, c'est une manière de parler, il faut évidemment le conforter. Alors, au niveau du pacte vert, la Commission européenne voudrait lancer un vaste programme de rénovation pour faire baisser la consommation d'énergie et donc diminuer la facture. En parenthèse, la facture européenne, il y a quelques années, c'était 500 milliards d'euros annuels. La facture européenne pour les énergies fossiles, on dépend essentiellement des pays du Golfe arabique et de la Russie, c'est 500 milliards d'euros. Si on fait tomber cette facture, enfin la faire tomber, c'est-à-dire la diminuer, il est clair que pour autant que l'on développe une alternative de production où on a plus de maîtrise, il est clair que ça ne peut être que bénéfique aussi à l'économie, évidemment. Donc, stratégie de rénovation, on en reparlera aussi parce que je pense qu'il y a des questions par rapport à ça. Mais c'est clair que c'est un des gros secteurs. Alors, une des clés aussi, c'est de renforcer l'indépendance de l'industrie européenne. Et le recours excessif aux importations de matériaux, d'équipements a entraîné évidemment un affaiblissement progressif de l'industrie européenne. La crise du Covid l'a mis évidemment avec les masques, notamment à l'époque en exergue, mais il n'y a pas que ça. C'est les matériaux médicaux, c'est la pénicilline, 80% de la pénicilline, c'est en Chine maintenant. Et donc, ça a fait prendre peut-être conscience de la nécessité de relocaliser et de réinvestir dans des secteurs productifs dont on aura hautement besoin à l'avenir et de ne pas délocaliser vers le reste du monde, je dirais, l'ensemble des industries qui produisent les matériaux dont on a cruellement besoin. C'est évidemment une clé à l'avenir. Alors, je ne vais pas faire de conclusion à ce stade-ci, mais peut-être un mot, un peu de défaitisme. Je ne vais pas jeter un froid sur la Réunion, c'est pas ça. Mais comme je me suis occupé essentiellement depuis maintenant du Green Deal au travers du volet agricole et que la réforme de la PAC était sur la table des instances européennes, elle est toujours maintenant du Conseil, et il y a des négociations en cours, Conseil, Parlement et Commission. Mais c'est déjà ma première source de découragement. C'est probablement l'agriculture qui est ma grande source de découragement au niveau européen, moi qui suis rarement découragé. Mais pourquoi? Parce que le constat est là, et je ne vais pas faire un discours sur l'agriculture, mais la proposition de nouvelle PAC, elle datait de 2018, bien avant que Mme von der Leyen présente le Green Deal. Et le commissaire actuel est reparti avec cette proposition. Et l'amélioration à la marge n'est plus suffisante. Et dans l'agriculture, malheureusement, on continue de financer ce secteur qui, je le répète, vit avec difficulté, puisque quand on libéralise à outrance ces secteurs soumis à, dirons, marchés mondiaux et qu'on considère les biens de nourriture ou de la base de la nourriture comme étant un bien comme les autres, il n'y a pas d'exception agricole, ils sont soumis au marché mondial, il n'y a pas de secret, quand on libéralise la betterave en 2017, c'est une production bien de chez nous, le prix de la tonne est tombé de 29 € à 23. 29, c'était déjà pas génial, on venait de 31, 32, on est à 29, maintenant c'est 23 € la tonne, chroniquement en dessous du prix de production, parce qu'il y a une libéralisation, et donc il faut être compétitif, dit-on, en Europe, mais on ne récompense pas toujours ceux qui pourtant respectent les règles de compétition. Et là, je prends un exemple, on n'a pas de stratégie européenne, par exemple, pour un des plus grands problèmes de l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, l'élevage, dans son ensemble, est très émetteur de gaz à effet de serre. Et l'élevage, il y a plusieurs types d'élevage, mais il y a l'élevage qui respecte là, c'est là où vous voyez les bêtes dans les prairies, qui se nourrissent essentiellement d'herbes et de foin en hiver avec des compléments alimentaires de betteraves ou bien de tourteaux voilà. Mais la base, c'est le sol de la ferme qui apporte la base à la nourriture. Quand vous avez une grande étable avec 1000 bêtes dedans à l'engraissement, et que sa nourriture, elle vient essentiellement d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. C'est du soja, des tourteaux de soja. Donc ces bêtes ne vont jamais en prairie, c'est du soja, ou un peu de foin acheté, mais le soja,
est responsable de la déforestation au Brésil, en partie, en grande partie. Et on n'arrive pas à avoir une stratégie qui pourtant, et sans entrer dans la complexité des aides couplées, découplées, mais on aurait pu décréter une stratégie de diminuer notre dépendance à l'égard du continent américain par rapport à l'importation de ce qu'on appelle les protéines végétales pour nourrir notre bétail. 70% du bétail européen mange du soja d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. On peut diminuer, on ne peut pas du jour au lendemain dire c'est fini, mais diminuer progressivement avec une stratégie européenne de planter des pois fourragers, c'est-à-dire un substitut qui permette d'éviter à cette nourriture de traverser l'Atlantique pour nourrir notre bétail. Eh bien, on ne le fait pas. Et on continue de la même manière, et on a beau dénoncer quelques collègues, on n'est pas un nombre, on est une minorité, avoir dénoncé cela en disant on ne peut pas accepter une PAC qui accepte cela. Eh bien, nous sommes battus. En commission agriculture en 2019, moi qui ai activé les réseaux et tous les collègues pour qu'on vote contre cette PAC, déjà qui à l'époque était incongrue, elle l'est encore aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a le Green Deal qui est annoncé. Et donc, c'était 17 non et 27 oui. Bon, le rapport de force, ça va, on a quand même essayé d'avoir une minorité intéressante, mais ça ne suffit pas, une minorité. La démocratie, c'est la majorité. Et donc, il y a déjà, au départ de la politique agricole qui est sur les rails, une incongruité par rapport au Green Deal. Alors, M. Frans Timmermans, le vice-président de la Commission, est le seul qui l'a souligné. Je ne sais pas ce que fera Mme von der Leyen. Est-ce qu'on verra la copie? Mais toujours est-il que c'est mal parti. Par une des premières politiques qui est aussi responsable d'émissions de gaz, eh bien, on fait comme si de rien n'était. Et elle ne va peut-être pas être contrainte. Elle a des contraintes. Mais on aurait pu transformer cette contrainte en opportunité aussi pour développer des productions alternatives au niveau européen qui, enfin, rendent fierté aux agriculteurs d'être payés correctement pour leur travail. Eh bien, on ne le fait pas. Et là, voilà pourquoi je suis déjà un peu déçu par rapport à ce qui s'est passé, mais évidemment, je reste convaincu que le Green Deal, pour autant qu'il soit réfléchi de manière, je le répète, triangulaire, c'est-à-dire économique, réalité économique, ne construit pas le Green Deal sans une économie performante. Sociale, parce que moi je veux bien, si on met la taxe au litre de diesel à 3 € le litre demain, c'est évidemment détestable. Parce que c'est évidemment les pauvres citoyens qui n'ont, surtout de zones rurales, qui n'ont pas de moyens de transport adéquats, transport en commun, d'alternatives en transport en commun adéquates pour aller travailler tous les jours, et qui n'ont pas peut-être les moyens de changer de bagnole, et ils ont une diesel. Ben oui, ils émettent moins de CO2 que ceux qui ont une voiture à essence. Hein. Mais bon, il y a des particules fines, il paraît. Mais donc il faut que ce soit socialement réfléchi, les investissements, et en tout cas les efforts à faire. Et bien sûr, environnemental, ça va de soi, mais j'ai parfois l'impression que l'on ne tient compte que de le volet environnemental, et il faut être attentif aux deux autres pour que le développement durable soit vraiment durable. Voilà, Benjamin, mesdames et messieurs, ce que je voulais peut-être vous dire en propos liminaire, et puis je sais qu'il y a pas mal de questions. Donc, avant tout, bonjour, monsieur le député, merci de cette opportunité. Donc, voilà, moi je représente l'ASBL Basse-Meuse Développement, qui est une agence de développement économique, comme son nom l'indique, en Basse-Meuse, donc région particulièrement industrielle, et nous avons donc avec les années beaucoup travaillé sur ces questions industrielles, et notamment les ponts qui existent entre le monde de l'enseignement, de la formation et celui de l'industrie. Donc ma question, elle est un peu dans ce sens-là, dans le sens où le secteur industriel, et notamment l'industrie manufacturière, est, comme vous l'avez dit, un gros consommateur d'énergie. C'est à côté de ça un secteur qui représente un atout économique important en Wallonie, avec beaucoup d'industries de pointe qui sont reconnues à l'international. Et ce phénomène va sans doute encore être augmenté avec cette volonté de réindustrialisation que vous avez évoquée également. Donc, mais pour tout ça, les industries vont devoir adapter leur processus de production, notamment afin de se décarboner. Et ça se fera, vous avez évoqué le sujet tout à l'heure aussi, à travers notamment l'avènement de l'industrie 4.0 avec différentes techniques de digitalisation, de numérisation, de robotisation de certains processus. Et tout ça va amener indubitablement des nouveaux besoins en compétences pour ces industries, et notamment ces PME,
Alors que ce sont des secteurs qui connaissent déjà pas mal de problèmes de pénurie, de métiers en pénurie, de métiers sous tension. Je sais que le Forum travaille beaucoup là-dessus. Et donc, tous ces problèmes sont déjà existants et risquent d'être un petit peu accentués avec ces nouveaux besoins qui vont émerger. Donc, ma question était un peu liée à ça. Et donc précisément, est-ce que on va pouvoir anticiper ces nouveaux besoins et accompagner, que ce soit les entreprises dans le cadre de la formation continue, mais aussi tous les acteurs de l'enseignement et de la formation pour pouvoir justement anticiper ces besoins et éviter ce qu'on pourrait finalement appeler une fracture professionnelle pour les travailleurs et les futurs travailleurs en fonction du parcours de formation qu'ils suivront. C'est évidemment une question fondamentale. Alors, c'est vrai que la réflexion se fait de jour, notamment au niveau du Green Deal, de manière générale, notamment par le biais d'un mécanisme qui est prévu, et je vais tout de suite essayer de le décliner dans notre réalité à nous, Liège, Région Wallonne, Belgique. Mais c'est la réalité pour le mécanisme pour une transition juste, qui est un outil prévu, entre autres, et il est là notamment pour faire en sorte que la transition vers une économie climatique neutre s'effectue de manière, dit-on, équitable, sans laisser de personne sur le côté. Ça, c'est le slogan, en tout cas l'affirmation. Mais c'est évidemment un instrument qui comprend d'ailleurs 3 sources de financement principales, qui est notamment un fonds pour une transition juste, évalué à 7,5 milliards d'euros de fonds européens destinés à fournir principalement des financements en région pour accompagner, par exemple, les travailleurs à acquérir, comme vous le mentionnez, des connaissances et des compétences nécessaires au marché du travail de demain, qui va être évolutif et peut-être de plus en plus rapidement évolutif. Pour aider aussi les PME, les startups et les pépinières d'entreprise à créer de nouvelles perspectives économiques dans toutes les régions au niveau européen, et soutenir l'investissement dans la transition vers une énergie propre, notamment en matière d'efficacité énergétique. Quand j'ai dit ça, c'est bien. Vous allez me dire 7,5 milliards à l'échelle européenne, ça ne doit pas être grand-chose. Mais moi, je trouve que, vous l'avez rappelé, M. Ouéry, tout à l'heure, j'ai été un peu ministre de la formation professionnelle, de l'enseignement pour adultes. Je dis ça au niveau européen, c'est l'enseignement de promotion sociale. En Europe, j'explique par enseignement pour adultes. Et de la jeunesse. Et dans la casquette formation, la pléthore de formations qui existe au niveau wallon, et c'est vrai que les efforts qui ont été faits, grâce à des fonds européens aussi d'ailleurs, par rapport à des centres pointus. Technifutur est très connu chez nous. Hein. Moi, j'aimais bien Villers-Sous-Bouillet, les métiers de bouche, mais ça n'est pas un secret. J'aimais beaucoup ce centre, mais d'autres aussi. Construform, Autoform, avec des technologies de pointe, mais je me dis qu'il manque quand même quelque chose, et j'ose faire une autre critique un petit peu de ce qui se passe dans nos régions, c'est ce cloisonnement cloisonnement presque étanche entre l'école et l'entreprise. Et ça, je m'excuse, mais c'est un dossier sur lequel j'avais travaillé, c'était la formation en alternance, parce que moi j'étais choqué par le fait que elle existe dans les CFA, elle existe à l'IFA-PME, et il y a des CFA qui travaillent très bien, et l'IFA-PME qui travaillent très bien, et en fait, la certification n'est pas la même. On s'est battu pour avoir un statut unique du jeune en alternance, en disant l'alternance, ça c'est ça qu'il faut. Oui, les germanophones, ils l'ont compris depuis longtemps, les Allemands aussi, les Autrichiens aussi, les Suisses aussi. Et nous, on a un peu de difficulté à ce que ça percole. Et donc, je crois qu'André-Antoine était ministre après, mais pas après moi, mais de la formation, et il fallait créer l'office, je crois, de l'OFA, l'office de la formation en alternance, francophone. Voilà. Et en fait, je trouve que chez nous, malheureusement, et je le dis, c'est un coup de gueule que je fais, mais les structures n'évoluent pas trop vite. Alors, je sais que le tabou, c'est l'école n'est pas là pour formater les élèves aux besoins des entreprises. Non, bien sûr, mais elle est là pour former des citoyens. Et les citoyens qui, dans des filières, pas seulement techniques et professionnelles, mais aussi générales, se côtoyer le monde de la réalité d'une entreprise, c'est aussi le savoir-être, arriver à l'heure, dire bonjour le matin, c'est con, mais c'est comme ça. Et je trouve que là, on progresse sans doute, mais pas suffisamment. Et la connexion enseignement-formation, elle peut se faire vis-à-vis les centres de compétences notamment, sont un bel outil. Mais là aussi, la Wallonie, c'est petit. Mais en plus, on a fait des centres de compétences partout. On a irrigué toutes les régions. Donc le métier du froid, vous savez où c'est, hein? C'est à Arlon. Donc, et aussi pour la validation des compétences, qui est aussi je dirais un secteur qui est intéressant. Et en fait, on est une petite région
Et nos jeunes n'ont pas l'habitude d'être très mobiles. Je le dis parce que oui, c'est vrai, il y en a qui vont travailler en Flandre, etc. C'est vrai, d'accord. Mais aller dans la ville voisine, parfois, c'est déjà très loin. Et malheureusement, quand un centre de compétences adéquat ou une école veut le fréquenter est à l'autre bout de la Wallonie, si une école de commune veut venir au métier de bouche à Villers-Sous-Bouillet, il traverse presque toute la Wallonie. Bon, les regrets sont stériles. Moi, je pense qu'il aurait fallu... Mais c'est facile après coup. Mais avoir un centre pour favoriser la mobilité, c'est de faire cohabiter les jeunes au milieu de la Wallonie, à Rhine, exproprier 300 hectares, tant pis pour les terres agricoles, et faire des centres de compétences dans tous les secteurs, multidisciplinaires, et que ces élèves ou ces apprenants aillent loger pendant une semaine ou 15 jours ensemble, apprendre leur métier ou se former ou parfaire leurs connaissances, et puis ils reviennent. Mais bon, je sais que c'est quelque chose qui m'a passionné, mais je trouve que malheureusement, on est trop arc-bouté sur des structures qui évoluent trop peu. Et je trouve que la structure doit être au service des citoyens et pas l'inverse. Et voilà pourquoi enfoncer ou bien aller à l'encontre de tabous, de choses qui évoluent trop peu, alors qu'on a dit performants qu'il faut surtout encore investir, notamment au niveau des écoles, pour avoir des outils adaptés. Et ce contact avec l'entreprise, il ne faut pas être fâché avec, il faut l'encourager, parce que c'est une connaissance de ce qui va se passer après. Et je pense que probablement que les étudiants seraient demandeurs de ça. Il faut que tout le monde joue le jeu, évidemment. Il faut que l'entreprise ouvre de vrais postes de stage et qu'ils soient des vrais stages d'apprentissage et qu'évidemment, l'école joue le jeu aussi de ne pas être fermée à cette alternance, je dis, qui est la meilleure méthode de formation. On le dit, mais on évolue trop peu vers la réalité, qu'elle soit finalement le principal du quotidien de ceux qui apprennent dans des métiers qui sont intéressants pour les secteurs que vous représentez aujourd'hui. Oui, je disais, l'Europe, 7,5 milliards dans les 750, ben, ça existe, mais évidemment, à l'échelle des 450 millions de citoyens, c'est peut-être peu. Et donc, c'est vrai que l'Europe ne peut pas tout, elle peut impulser les choses, et c'est les cofinancements. Donc, il appartient aussi aux États membres, aux régions, aux provinces, chez nous peut-être, qui a aussi un grand rôle en matière d'enseignement, d'investir aussi et de cofinancer, notamment des équipements, parce que j'ai beaucoup parlé du changement des mentalités nécessaires, mais c'est des équipements performants, évidemment, qui sont au goût de la technologie et qui font apprendre finalement les étudiants, ou en tout cas s'ils apprennent sur un ancien, ils doivent évoluer vers le nouvel équipement et mieux s'adapter. Et donc ça, il y a aussi une responsabilité des pouvoirs dans chaque pays pour cofinancer cela et faire l'effort, évidemment, dans la matière dont ils ont la responsabilité, qui est l'enseignement et la formation. Écoutez, merci. Merci pour votre réponse et pour les angles que vous avez choisi de développer, et notamment celui de l'alternance, où là, effectivement, on vous rejoint tout à fait. C'est sans doute pas le seul levier, mais c'est un des leviers importants, je pense, pour réduire cette fracture et qui est encore certainement un peu sous-exploité ici. Je dis aussi, le Forum et d'autres partenaires ont développé des outils performants. À une époque, je n'ai pas les chiffres et je n'ai plus vu Marie-Christine Van Boekestel depuis un petit temps, mais je sais qu'il y a une statistique des fréquentations il y a à la fois des chômeurs qui ont accès, des étudiants, mais les centres de compétences, par exemple, je ne sais pas si leur fréquentation, certains sont peut-être surfréquentés et il faudrait peut-être dédoubler les capacités de formation, et d'autres, sans doute sous nos employés. Et c'est un peu dommage, peut-être par la distance, pour toute une série de raisons, hein, mais... ou en tout cas la connaissance par la connexion, elle s'est faite, mais peut-être que tout le monde ne fait pas la connexion dans les écoles, tout le monde n'a pas dans toutes les écoles, tout le monde, tous les préfets, toutes les directions n'ont pas le même degré de réactivité par rapport à des outils performants. C'est peut-être parfois le prof peut être à la fois un encouragement comme un frein, parce qu'il y a des bons profs, des excellents profs, mais il y a aussi des moins bons, pour rester poli. Mais non, effectivement, et là je vous rejoins tout à fait, Technifutur, vous l'avez cité tout à l'heure, et notamment un centre de compétences qui est à la pointe, mais qui, dans une certaine mesure, je pense, souffre aussi d'un problème plus général dont souffrent beaucoup les écoles qui organisent des filières techniques ou professionnelles. C'est une forme de désintérêt aussi parfois pour ces métiers qui est notamment expliqué par un manque sans doute un manque de perception exacte de ce que sont ces métiers aujourd'hui, qui souffrent parfois d'une image un peu de l'industrie d'hier.
vous plaidez un fraîcheur convaincu. Le métier d'électromécanicien, bon, c'est pas quelqu'un qui a une salopette pleine de boue hein, ou d'huile hein, ou les mains dans le cambouis. Et donc, ça aussi, c'est aussi un autre aspect. C'est de pouvoir, je sais que c'est mon ami Francis Ouran qui s'occupe de WorldSkills et donc de Skills Belgium. Et donc, c'est l'apprentissage et la valorisation des métiers techniques. Mais c'est aussi la connaissance, les StarTech Days par exemple, c'est des initiatives intéressantes, visites d'entreprise, donner la connaissance aux jeunes notamment de ce que peuvent être la panoplie des métiers qui peuvent s'offrir à eux, parce qu'ils ont tous sans doute un potentiel qu'il faut parfois déclencher, réveiller, activer, parce qu'ils n'y pensent pas, ils ne savent peut-être pas que ça existe, mais ils sont peut-être faits pour ça. Et là, je pense qu'il y a sans doute dans l'orientation, dans les outils à disposition, ils existent. Il faut peut-être pousser plus de monde vers ces outils, vers cette connaissance, en amont, c'est-à-dire quand le jeune a 15, 16, 17, 18 ans, il ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être éveiller les vocations à ce moment-là, c'est aussi une autre approche pour aider à amorcer, je dirais, le fait d'avoir un emploi, parce que, je le répète, il faut... Ce monde de l'éducation doit d'abord former des citoyens, mais les citoyens, quand on n'a pas de boulot et qu'on n'est pas formé pour un boulot et qu'à 18 ans on glande et qu'on devient un NITS, je ne sais pas si alors l'éducation a rempli sa mission. Et donc donner un maximum de chances de se réaliser par la culture, la musique aussi. Hein. Mais évidemment, la première réalité quand on sort de l'école, c'est d'avoir un travail qui soit valorisant, qui soit le mieux possible et qui permette de faire d'autres projets dans la vie et de faire autre chose. Mais ça, c'est fondamental, l'orientation. Bonjour, je vais commencer alors. Donc, Bernard Piet, donc je suis l'administrateur délégué de Logistici Wallonia, qui est le pôle de compétitivité transport et logistique en Wallonie. Alors, je commencerai par une question qui est relativement générale, et je propose éventuellement, on se connaît bien avec Bernard Van Gorp aussi, c'est que on alterne peut-être une question de Bernard Van Gorp et une question. Donc je commencerai par une première question, vous l'avez déjà abordée dans votre présentation, c'est qu'en fait la communication du Green Deal mentionne d'arriver à l'horizon 2050 à une absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre. Alors, j'ai eu l'attention attirée par le concept d'émissions nettes. Est-ce que ça veut donc dire que des mécanismes de compensation des émissions seront toujours à l'œuvre? Et si c'est le cas, est-ce que, et vous l'avez un peu évoqué, est-ce que c'est pas reporter le problème soit géographiquement vers d'autres zones? Vous avez mentionné notamment le problème du soja, soit géographiquement vers d'autres zones de la planète, et comme vous l'avez dit aussi, l'Europe ne peut pas avoir raison toute seule, ou alors éventuellement dans le temps vers les générations futures et des efforts à faire dans le futur. On ne vous entend pas. Donc, il est vrai que par rapport à cela, c'est une des clés, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure, et là, je ne sais pas entrer dans le détail, je dirais, technique par rapport à, je dirais, à la réalité de ce qu'on doit décider au niveau européen. Il est clair que ça doit aussi ne pas se reposer sur le fait de faire ailleurs ou d'acheter des droits et de faire en sorte que l'on puisse ne pas faire d'efforts à l'autre bout de la planète, d'autant plus que d'un point de vue géopolitique, les effets du réchauffement climatique, c'est beaucoup plus grave encore dans des zones qui sont les plus pauvres du monde. Donc celles qui parfois ressemblent à une poubelle, on se sert de poubelle, et quand on voit certaines îles menacées de disparition, j'entendais hier, j'étais dans un débat sur Hélène 24 hier, et je me demande si c'est pas M. Vado, le caricaturiste, qui disait que Jakarta, je n'avais pas cette information-là, 30 millions d'habitants, capitale d'Indonésie, est en train d'essayer de déménager. Est-ce que c'est seulement la capitale administrative ou bien non? Parce qu'ils sont en train de s'enfoncer parce que le niveau des eaux va monter et à certains endroits. Et donc, ils vont vivre avec encore plus de difficultés les effets du réchauffement climatique. Donc, si les mesures ne sont pas prises avec la même contrainte au niveau mondial par tout le monde, c'est vrai que l'accord de Paris était un grand espoir parce que tout le monde l'a signé, ou presque. Et je pense qu'avoir des pays, notamment comme la Chine, les États-Unis évidemment qui sont sortis et qui reviennent,
parce que si on est le seul à faire l'effort, quand on regarde le globe, l'Europe, c'est pas une pointe de bique, mais c'est très petit, l'Union européenne. Et c'est aujourd'hui 450 millions, les Britanniques sont partis, 450 millions d'habitants, mais c'est à peine 5, c'est 6% de la population du globe aujourd'hui, ce sera 3,5% ou 4% à l'horizon 2050. Et donc, ça doit évidemment, je dirais, concerner. Mais là, par rapport à cela, je peux essayer d'avoir plus d'infos et essayer de vous transmettre exactement par rapport au concept d'émission nette, parce qu'honnêtement, voilà, la réalité que ça recouvre est un peu limite pour moi, et je vais essayer de voir ce que je peux avoir comme élément d'information supplémentaire auprès de collègues qui le travaillent au niveau de la commission, notamment transport, mais aussi environnement. Je vous remercie. Je vais peut-être laisser poser Bernard Van Gogh une question. Oui, bonjour Monsieur le député. Voilà, en fait, dans la feuille de route qui liste les actions clés concernant le Green Deal, l'Europe annonce une stratégie pour une mobilité durable et intelligente. Est-ce que vous pouvez éventuellement développer succinctement cette stratégie? Oui, ben, mobilité durable, c'est vrai qu'elle a défini ça avec, notamment, je pense que la stratégie a défini 82 initiatives à mettre en œuvre, réparties dans 10 grands domaines d'action. Alors, la mobilité durable, ben, c'est de voir une stratégie qui prévoit de favoriser l'adoption de véhicules, de navires, d'aéronefs à zéro émission. Bon, voilà, évidemment dans le futur. De carburants renouvelables à faible teneur en carbone. Ou d'infrastructures connexes, par exemple en installant 3 millions de points de recharge publique à l'horizon 2030. Bon, mais ça, je fais aussi une incise. On sait bien qu'on mette des points, il faut, parce que si on doit faire la file pour aller charger sa voiture, le problème c'est comment on produit l'électricité. Et aujourd'hui, singulièrement chez nous, dans un débat un peu particulier, je ne suis pas un adversaire du nucléaire, je l'avoue, il faut qu'il soit évidemment... Le problème du nucléaire, c'est la gestion des déchets. Et la sécurisation, bon, on n'est pas en zone sismique, en tout cas pas trop, mais c'est la gestion des déchets qui doit être assurée de manière sécurisée pendant des milliers d'années. Donc ça, c'est quand même le plus compliqué et le plus délicat. Mais on remplace par quoi? Et donc, ça, avec la question de la durabilité qui est parfois posée par rapport à l'utilisation de matériaux dont je parlais tout à l'heure dans le propos liminaire. Alors, créer des aéroports et des ports à zéro émission, c'est aussi dans le texte proposé par la Commission, au moyen de nouvelles initiatives qui visent, par exemple, à promouvoir des carburants durables pour les secteurs de l'aviation, de rendre la mobilité interurbaine saine et durable en doublant le trafic ferroviaire. Mais ça, je n'aime pas de citer cela parce que ça me paraît être des déclarations magiques. On sait le temps qu'il a fallu pour avoir un TGV, mais jusqu'à Liège, et puis au-delà de Liège, il faudra un rail européen, certainement, hein, qui soit performant et qui soit une alternative aussi à l'aviation. C'est déjà le cas, hein, si on va dans le sud de la France ou à Paris, évidemment. Mais probablement que ce développement de grandes infrastructures ferroviaires est sans doute... Bon, bah, le RER, vous savez, chez nous, hein, avec les difficultés. Donc, il y a des grands slogans au niveau européen ou des grandes déclarations d'intention qui sont parfois suivies des faits, tant mieux, et ça progresse, et on le voit, même dans des déclarations du passé, il y a eu des progrès. Je pense notamment en termes, je prends un autre exemple, en environnement, par exemple, on n'a pas à rougir, notamment de la compétence, le Parlement était très compétent déjà à l'époque en matière environnementale, c'est l'Europe qui a émis et qui a contraint notamment l'industrie chimique à faire des efforts de moindre émission, de moindre utilisation et parfois de bannissement de certaines substances dangereuses. D'ailleurs, à l'époque, c'est la directive REACH 2006. Et alors, les industries disaient, oui, mais la concurrence, monsieur le député, elle est mondiale. Et nous, nos concurrents, ils utilisent, continuent à utiliser, il faudra un REACH mondial. Oui, ben non, il y a eu un REACH européen qui a été quand même quelque chose qui fut salué et qui a permis qu'on soit plus vertueux en matière d'utilisation de molécules dangereuses par rapport à d'autres. Donc, des choses vont évoluer, mais à l'avenir, effectivement, la fixation d'un prix pour le carbone et améliorer les incitations pour les usagers, en adoptant un ensemble complet de mesures, c'est écrit dans le texte, qui vise à assurer une tarification équitable, efficace dans tous les modes de transport. C'est ce que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure par un effet inverse. Si on veut taxer ou surtaxer le carburant pour lequel des citoyens n'ont pas le choix d'avoir une alternative tout de suite à bref délai, ben, c'est évidemment
Ce serait évidemment regrettable. La mobilité intelligente, c'est une stratégie qui prévoit de faire de la mobilité multimodale, connectée et automatisée une réalité. Et ça, notamment en donnant aux passagers la possibilité d'acheter des billets pour des trajets multimodaux. On en parle beaucoup, hein, SNCB, STIB, etc. Bon, il y a eu des progrès et je pense qu'il y en a, mais ce n'est pas encore parfait. C'est d'encourager évidemment à l'échelle européenne et dans tous les pays de la même manière. Et d'encourager l'innovation et l'utilisation des données d'intelligence artificielle au service d'une mobilité plus intelligente. C'est en cours aussi grâce à la technologie, mais quand votre GPS vous dit accident grave, dévié, et que vous pouvez prendre un trajet alternatif, et là, semble-t-il, je ne suis pas un technicien, mais la 5G est probablement quelque chose on demande de plus en plus d'exigences par rapport aux informations qu'on reçoit, l'immédiateté, c'est pas toujours génial, mais bon. Et quelque part, il faudra aussi en avoir la conséquence, c'est qu'il faut que les bandes passantes soient le plus performantes possible. Et donc, on a beau avoir des comités qui s'opposent à la 5G, mais bon, je pense que déjà avoir une bonne 4G, c'est bien hein, dans des régions comme la mienne, mais je pense qu'effectivement, c'est la mobilité intelligente. Elle permettra quand même d'économiser des... Je suppose que ça existe déjà dans le secteur de la logistique. Hein, quand un planning est fait le matin pour quelqu'un aller déposer ses colis, j'imagine que l'ordinateur lui a dit le trajet optimal qu'il pouvait faire, tenant compte du trafic à certaines heures, à certains endroits, peut-être en temps réel d'ailleurs, avec une modification de son itinéraire en cours de journée. J'imagine que ça existe, mais je connais peu le secteur, qui est pourtant un secteur clé chez nous. Je ne vous l'ai pas dit au début. C'est par notre situation avec l'aéroport qui est quand même un des aéroports. Oui, maintenant je sais que c'est un peu en difficulté, mais l'aéroport de Liège au niveau de fret est un des excellents. Si Alibaba nous choisit, on peut râler sur Alibaba et critiquer, mais moi quand je vois Shanghai, Singapour, Kuala Lumpur, Moscou, Liège, je suis fier. Alors il faudra évidemment ne pas être que victime de cela, il faut être aussi pouvoir avoir l'opportunité d'avoir évidemment toute une activité qui se déroule autour de ça et qui profite à l'économie locale. Le port autonome, qui est le deuxième ou le troisième, ça dépend des moments en Europe, après Duisbourg et Paris, port fluvial, tant mieux. Et donc là, l'intermodalité, je ne connais pas bien les détails oui, à Trilogie Port, mais je pense qu'on y a pensé aussi à cela. Il m'avait été donné de visiter le port de Lanay, l'écluse de Lanay, à l'époque où B6 était au début. C'était un champ de boue à l'époque, avec quelques cabines de chantier. Aujourd'hui, c'est une réalité qui permet les bateaux à grand gabarit de passer, d'aller par le canal Albert. Donc, je me dis qu'on y a pensé, il faut sans doute aller vers... j'ai quitté la mobilité intelligente, mais l'intermodalité, probablement, c'est quelque chose qui est inéluctable et qui est souhaitable. Et je dis Liège, le train aussi, les voies autoroutières. Et là, parfois, j'égratigne mes amis écolos, parce que je suis souvent d'accord avec eux, surtout en agriculture. Mais c'est vrai que ce beau failli à Liège, il faut le faire. Hein, parce que si vous faites Alibaba et que vous ne faites pas le chaînon manquant de réseau routier, vous serez saturé. Moi, je me souviens du collègue qui est un peu mon voisin, il habite à 4 km par là, à Poulseur. C'est José Darras qui s'opposait au tunnel de Cointe à l'époque en 87. Mais le tunnel de Cointe aujourd'hui, non seulement il est utile pour les populations de notre région, mais en plus il diminue les trajets de l'infirmière de recours qui va au CHU, mais il est saturé déjà. Et donc je pense que si à un moment donné on veut développer un pôle logistique, je n'aime pas les positions idéologiques parfois. Plus 1 kilomètre à la route, mais si, l'autoroute de Wallonie a 3 bandes, heureusement qu'elle est à 3 bandes. Elle devrait être tout du long, je crois que ça est encore du côté de Mons, où il faut encore faire, je crois, il y a encore un trajet, un tronçon, où il y a souvent des embouteillages d'ailleurs, mais il le fallait, parce que c'était invivable, 2 bandes. La première occupée par les camions, et la deuxième, c'était un peu compliqué. Et donc, la route doit avoir des alternatives, et c'est ça aussi, que ce soit le transport fluvial, le transport par rail, oui, mais la route fait qu'une région est attractive aussi. Sa fluidité de trafic fait qu'elle est attractive. Oui. Ben voilà, je me suis un peu égaré, je suis revenu à Liège, vous voyez, je suis parti de l'Europe,
Mais revenons justement sur le transport et la logistique, si vous permettez. Donc, oui. En fait, le transport et la logistique, comme vous l'avez dit, c'est parfois un secteur que tout le monde pense connaître et qu'en fait on ne connaît pas toujours, mais souvent c'est vu comme un poste de coût pour les entreprises et non pas comme un levier de différenciation. Or, on remarque que notamment la compétence logistique dans les entreprises industrielles est extrêmement faible. Cela étant, c'est une discipline qui est toujours un peu entre le marteau et l'enclume parce que justement les entreprises le considérant majoritairement comme une course, comme un poste de coût, essayent justement de pouvoir avoir les prix les plus bas possibles. Et dans cette course au prix, un élément non négligeable reste le dumping social, auquel, jusqu'à présent, la Commission européenne a soigneusement évité de s'attaquer dans le domaine du transport. Et j'imagine, sous la pression, enfin des nouveaux entrants, ça fait maintenant presque 17 ans, mais sous la pression des nouveaux entrants, donc des pays du bloc de l'Est. Alors, comment voyez-vous cette situation-là? Parce que vous avez parlé du Green Deal. Green Deal, vous avez dit, hein, c'est les 3 éléments, il y a aussi l'élément social. Comment voyez-vous cette situation potentiellement évoluer? Mais il est clair que... Ah oui, je ne vais pas couper. C'est un des gros problèmes au niveau du transport. Et a fortiori, alors vous mentionnez effectivement la résistance des pays de l'Est. Vous avez raison. Et là, le dumping social, il est clair qu'il y a une amélioration qui est intervenue, mais qui n'est pas suffisante. Alors, parce que il faut vous rendre compte qu'au niveau européen, quand on parle de dumping social, certains de nos collègues nous répondent froidement dans les yeux, mais il n'y a pas de dumping social. Il faut être compétitif. Et les règles de paiement de cotisation sociale, c'est une période d'ajustement, donc on peut les baisser et on est compétitif. C'est souvent les collègues conservateurs ou hyper conservateurs qui vous disent ça. Donc ça existe. Et donc ça a été très dur, notamment, il y a 3 volets qui sont intéressants par rapport à la lutte contre le dumping social. Parce que c'est évidemment un dumping social qui existe très fort dans le domaine de la construction, mais le pire, c'est dans le transport routier. C'est probablement le secteur, ça existe aussi dans les services de sécurité, mais dans d'autres secteurs. Mais le secteur routier, vous savez, quand la remorque est belge, mais que le tracteur est lituanien, on a compris, ou slovaque, le tracteur est souvent lituanien, slovaque ou hongrois. Et donc, ça veut dire que la personne qui est dans la cabine n'a pas nécessairement le salaire des conventions collectives, ou en tout cas de ce qui est prévu chez nous. C'est vrai. Alors, on a essayé de vraiment, par le biais de la directive, d'abord détachement des travailleurs. On a beaucoup travaillé dessus. On n'a pas obtenu, on a obtenu une amélioration hein, qui est quand même saluée, mais qui fait en sorte que malheureusement, tout ce qui est sécurité sociale, c'est-à-dire la protection, les cotisations de pension, etc., c'est celle du pays d'origine. Et là, on n'a pas pu. Donc, autant le salaire doit être le même si la personne, mais là, c'est évidemment dans la construction, c'est facile à en parler puisque le travail est moins mobile que dans le transport, mais le salaire doit être celui du pays dans lequel s'effectue la prestation, les lois sociales étant toujours du domaine et de la compétence de l'État d'origine, avec un échange d'informations qui se fait beaucoup plus qu'auparavant. Et donc, il y a sans doute de moins en moins d'abus, heureusement. Mais ce détachement abusif des conducteurs, parce que comme le travail est mobile, c'était plus compliqué. Mais en tout cas, la directive sur le détachement des travailleurs qui a cherché à limiter le détachement abusif des conducteurs. Et il sera évidemment plus cher pour des conducteurs d'opérer dans un autre pays membre, car il faudra appliquer le salaire local. Ça a été expliqué, mais ça entrera en vigueur en mars 2022. Et c'est vrai qu'il faudra évidemment pouvoir le constater, mais c'était un progrès par ce biais-là. Un autre texte, il y a 3 textes en fait qui sont un peu à la croisée des chemins de votre préoccupation. Le second texte, c'est le règlement sur l'accès des marchés des transports et qui encadre le cabotage. Ça, qu'est-ce que c'est le cabotage? C'est la possibilité pour un transporteur d'effectuer plusieurs chargements et déchargements dans un pays où il est arrivé dans le cadre d'une livraison internationale. Donc, il vient de Bratislava, il vient en Belgique, il livre une cargaison et puis il transporte du ciment, des trucs d'Anvers à Bruxelles, et puis il retourne à Anvers, il vient à Liège. Ça, c'est le cabotage. Et là, clairement, on est arrivé, alors techniquement, à le cadrer, à le limiter, aux grandes dames des pays, non seulement de l'Est et de l'Europe centrale, mais aussi d'Espagne et du Portugal. Vous devez savoir que ce combat était un peu surréaliste et un peu triste d'ailleurs dans mon groupe politique,
puisque les collègues bulgares, polonais, on allait leur prendre des parts de marché à leurs travailleurs, mais ils travaillent dans des conditions parfois lamentables. Mais aussi les Espagnols et les Portugais. Donc c'est un peu l'Europe centrale dont nous faisons partie par rapport à l'Europe périphérique de ce combat. Mais il y a un troisième texte qui est quand même, à mon sens, et obtenu de haute lutte et aux grandes dames de certains, c'est le règlement sur les temps de conduite et de repos. Combien de fois n'ont-on pas entendu des chauffeurs qui dorment dans leur cabine, qui vivent 3 semaines dans leur camion, qui vont se laver sur des aires d'autoroute, donc ils sont prendre leur douche. Et donc, clairement, ça, aujourd'hui, le texte, en tout cas, qui est entré en vigueur en septembre 2020, parce que c'est un règlement. Peut-être une incise, mais on fait 2 types de lois au niveau européen, les directives et des règlements. Les directives, ça passe par la moulinette des États membres qui doivent transposer leur droit national pour obéir au prescrit général des directives, avec évidemment laissant certains détails à la discrétion des États membres. Un règlement, il entre partout en vigueur de la même manière. Un peu comme l'abaissement et la suppression du roaming, c'est partout en Europe, telle date, il n'y a plus de roaming. Eh bien ici, c'est un règlement qui va imposer des retours réguliers au pays d'origine des conducteurs et aussi imposer les temps de repos en hébergement financés par l'entreprise. Et ça sera destiné à lutter contre la fraude, parce que les entreprises devront aussi prouver une activité substantielle dans leur pays d'origine. Il ne s'agit pas d'aller mettre une boîte aux lettres maintenant à Bratislava ou à Bucarest et faire le transport avec des camions avec la plaque de là-bas ailleurs en Europe, en Belgique par exemple. Il faudra avoir une vraie activité de transporteur. Je suppose que Waberers en Hongrie, qui est très connu, puisque je ne sais pas combien il a de milliers de camions, ce gars, je ne sais pas aller à Bruxelles une fois sans voir un camion Waberers. Idem quand je vais à Strasbourg. On n'y va plus depuis 1 an à Strasbourg. Mais, donc c'est des grosses entreprises qui doivent être quand même dans le secteur, et pas des boîtes aux lettres. Et alors, les passages de frontières seront enregistrés. Et donc, les parlementaires européens ont d'ailleurs également rejeté une série d'amendements qui étaient déposés, notamment par les opposants au texte, qui à chaque fois ont été rejetés quand même à une large majorité pour dire, écoutez, il faut quand même arriver dans ce secteur très, très concurrentiel, où le droit des gens n'était pas toujours très respecté par certains transporteurs, c'est de faire en sorte que, je dirais, le respect se fasse de manière beaucoup plus importante. Donc pour moi, le texte sur les temps de conduite et de repos est probablement celui qui va aider le plus le secteur à être plus correct. Sachant qu'on n'obtient jamais la 8e merveille du monde au niveau européen. Oui, j'allais vous dire, nous n'allons pas. Compromis. Nous n'allons pas entrer, effectivement, nous n'allons pas entrer dans des considérations techniques, mais il y a aussi, malheureusement, dans ce texte-là aussi des effets pervers qui peuvent détecter, mais je pense que ce n'est pas le sujet ici, surtout pour des personnes qui connaissent moins le secteur. Je vais laisser la parole à Bernard. Alors, comme on a dit, il y a évidemment la part des émissions de CO2 du transport et aussi dans les émissions relatives au transport, la part entre les émissions du transport qui sont relatives au transport de marchandises et relatives au transport de personnes. Alors, je ne connais pas les chiffres au niveau européen, mais en Wallonie, les émissions dues au transport de marchandises représentent 32% des émissions totales qui sont liées au transport. Ça veut dire 68% qui sont liées au transport de personnes, que ce soit le transport individuel ou le transport collectif. Alors, évidemment, je m'adresse à un représentant politique et comme vous le savez, les marchandises ne votent pas. Donc, il est toujours plus facile de prendre des mesures relatives au transport de marchandises parce que le nombre de personnes qui se plaignent est forcément moins important. Cela étant, le document ne mentionne quasiment rien sur tout ce qui est. Alors, il y en a dans la communication de la commissaire Vălean sur la stratégie mobilité intelligente, il y a quelques éléments. Mais le document sur le Green Deal en tant que tel ne dit rien sur les déplacements individuels. Et je voulais donc savoir, en tout cas, quel était votre avis sur la manière dont la Commission pense agir pour effectivement agir également sur les émissions de transport liées aux personnes, sans que ce ne soit l'activité économique qui passe toujours à la caisse en priorité. Mmh. Oui, de fait, moi, par rapport à la gradation des efforts, je pense que la Commission, dans ses intentions, pour avoir entendu Mme von der Leyen à l'époque et puis avoir discuté avec un autre fonctionnaire au moment où le Green Deal était projeté, il est clair aussi qu'il y a une intention de réduire l'empreinte des déplacements individuels et d'encourager les alternatives. Et donc,
Parce que pour arriver à la neutralité climatique, ou en tout cas aux efforts qu'on s'assigne, il est clair qu'il faudra concerner tous les secteurs et les sous-secteurs. Il ne s'agit pas que donc le secteur du transport en général est un secteur. Il y a le transport de marchandises, bien sûr, mais le transport de personnes doit aussi, à mon sens, faire le même effort. Peut-être dans le transport des personnes, davantage que dans le secteur du transport des marchandises, où c'est le secteur privé qui est l'acteur. Dans le secteur du transport, il y a aussi le secteur public, et notamment les transports collectifs, qui peuvent être une alternative au transport individuel, et donc évidemment concourir à l'effort par une mobilité plus efficace. Et ça, au niveau européen, par exemple, un exemple liégeois, quand on a appris qu'il y avait ces 6 milliards qui arrivent en Belgique, je pense que c'est de facto que le tram à Liège n'ira pas de Sclessin à Corommeuse, mais de Serein à Herstal. Une bonne nouvelle. Mais je veux dire, il faut faire des parkings de délestage qui conviennent aussi, et de proximité, et une rapidité, et une fréquence des rames. Mais ce n'est pas un gadget. C'est vrai qu'encourager vers la mobilité plus efficace collective participe de l'effort, mais là, c'est davantage aussi la responsabilité du secteur public qui doit y concourir. Que dans le secteur des marchandises, peut-être qu'elles ne votent pas, mais en tout cas, c'est un secteur qui est privé et les efforts vont incomber, peut-être avec des aides publiques d'ailleurs, aussi, à la conversion par rapport aux motorisations, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'effort ne sera peut-être moins partagé par le transport routier puisqu'il est éché aux entreprises. Mais en tout cas, par rapport au Green Deal, l'encouragement à la multimodalité, et que ce soit pour les marchandises d'ailleurs, et essayer de l'alternative à la route par rapport au train, par rapport à la voie fluviale, mais c'est vrai aussi pour la multimodalité, c'est aussi un mot très à la mode, mais qui dit bien ce qu'il veut dire et qui est intéressant. C'est aussi par rapport au transport commun, la voiture partagée, les vélos en ville. Un exemple, moi qui vais à Bruxelles depuis 16 ans quotidiennement, ou presque, c'est un changement radical. Alors on peut critiquer, j'ai parfois été pas tendre avec certaines politiques de mobilité, mais je vois que la place du vélo existe vraiment à Bruxelles. C'est progressif, on n'est pas encore à Copenhague ni à Amsterdam, mais le vélo existe, et là sa place est progressive, et quelque part de plus en plus de gens vont travailler à Bruxelles en vélo, et tant mieux. Il y a eu une politique aussi de mobilité qui évidemment se fait sans doute au détriment de l'aisance de la voiture de circuler, mais ça a sans doute encouragé certains à l'abandonner, à ne pas la prendre et à favoriser d'autres moyens. Et donc, je pense que, en tout cas, la Commission européenne proposera certainement dans ses intentions de légiférer par rapport au transport de personnes. Notamment, il y aura, et je pense à l'avoir entreaperçu, qu'il y aura une législation sur les normes d'émissions de CO2 applicables aux voitures et aux véhicules utilitaires légers qui devrait arriver ici à l'horizon du premier trimestre 2021 pour définir une trajectoire claire vers une mobilité à émissions nulles dès 2025. Mais moi, je n'y crois pas. 2025, c'est après-demain. Donc, ma Skoda diesel est encore excellente. Et donc, je veux dire, soyez assurés que le transport des personnes sera aussi visé. Je pense que dans la stratégie transport 2050, ça ne vise pas que le transport de marchandises. Je vous remercie beaucoup. Et, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à monsieur le député pour sa présentation. Moi, je représente le secteur de la construction. Je suis actif pour la Chambre de la construction de Liège, la Confédération de construction, l'arrondissement de Verviers, de la communauté germanophone. Donc, plusieurs questions. Une première question qui comporte plusieurs sous-questions. Donc, on a une vague de rénovation importante pour les bâtiments, avec un doublement du taux de rénovation. C'est évidemment très enthousiasmant pour le secteur. Mais quels sont les leviers concrets qui sont prévus? Sous-question à celle-ci, on a entendu parler effectivement d'une révision des directives européennes sur la performance énergétique des bâtiments, pour l'efficacité énergétique. Savez-vous nous dire un petit peu vers où on va aller? Quelles vont être les grandes orientations? Par exemple, va-t-on vers une obligation de rénovation des bâtiments publics ou privés à l'avenir? Voilà, ça c'est ma première question.
Bien, je reviens sur la construction. J'ai eu un contact avec M. De Temmerman il n'y a pas tellement longtemps. J'étais content de le revoir parce que je l'avais vu dans une vie antérieure, enfin non, déjà au Parlement, mais c'était quand j'étais à la manœuvre sur la réforme des marchés publics, la commande publique, et j'avais eu beaucoup de contacts très intéressants avec lui. Et il revenait vers moi par rapport à la due diligence, donc le devoir de diligence d'entreprise, parce que voilà, donc ceci dit pour l'incise. Des leviers, la Commission européenne, elle a publié le 14 octobre dernier sa stratégie pour une vague de rénovation, effectivement, pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, puisqu'effectivement, la Commission, elle entend au moins doubler les taux de rénovation, comme vous le savez, au cours probablement des 10 prochaines années. Et veiller à ce que les rénovations effectuées entraînent une efficacité accrue dans la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources. Alors, la stratégie, elle comprend 3 domaines d'action prioritaires. 1, décarboner les systèmes de chauffage et de refroidissement. 2, c'est facile à dire, hein. 2, combattre la précarité énergétique et s'attaquer aux problèmes des bâtiments les moins performants, probablement les plus dispendieux en termes d'énergie. Et 3, rénover les bâtiments publics tels que les écoles, les hôpitaux, les bâtiments administratifs. Dans mon propos liminaire, je vous disais déjà que ce n'est pas que le futur, c'est déjà le présent. En tant que commune, nous sommes tenus de faire des efforts, et notamment, je dis 30% des investissements des plans qui sont des plans de travaux subsidiés par le pouvoir régional doivent être des travaux de performance énergétique, ou en tout cas des bâtiments publics. Alors, la Commission elle souhaite aussi supprimer une série d'obstacles aux différents points de la chaîne de rénovation, de la conception d'un projet à son achèvement, en passant par son financement, au moyen d'un ensemble de mesures de politique publique, d'outils de financement qui vont de pair et d'instruments d'assistance technique. Alors, il y a 6 actions principales que la Commission a prévues, sans entrer trop dans le détail, mais le premier, c'est le renforcement de la réglementation des normes et des informations sur la performance énergétique des bâtiments afin d'encourager davantage les rénovations dans les secteurs publics et privés, avec l'introduction progressive de normes obligatoires en matière de performance énergétique pour les bâtiments existants. Alors, le deuxième, c'est d'assurer, deuxième levier, un financement accessible et bien ciblé, notamment grâce aux initiatives phares rénovées et montées en puissance, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience au titre de Next Generation Europe, ou .eu, à une simplification des règles pour combiner différents flux de financement et diverses mesures d'incitation au financement privé. Il y a un troisième point qui est l'accroissement des capacités à préparer et à mettre en œuvre des projets de rénovation, depuis l'assistance technique aux autorités nationales et locales jusqu'à la formation aux aptitudes et compétences techniques des travailleurs appelés à exercer de nouveaux emplois verts. Et ça, on revient au rôle aussi qu'on peut avoir dans les organismes de formation, évidemment. Le quatrième, c'est développer le marché des produits et services de construction durable, ce qui inclut l'intégration de nouveaux matériaux et de solutions fondées sur la nature, ainsi que la révision de la législation sur la commercialisation des produits de construction et les objectifs de réutilisation des matériaux et de valorisation de la matière. Je fais une incise, mais moi je suis étonné. Le chanvre, par exemple, je rencontrais des acteurs français du secteur du chanvre dans un département ici près de la Champagne, c'est l'Aube, je crois. Ils sont assez performants. Je sais que la filière chanvre en Wallonie avait périclité il n'y a pas tellement longtemps. Mais sans doute peut-on essayer d'avoir une filière efficace du chanvre qui entre dans les matériaux de construction de manière performante et qui sont à la fois un win-win et pour l'agriculture locale et en plus pour l'éco-construction. Et donc, sans doute, peut-il y avoir des aides incitatives à cela, non seulement de l'Europe, mais aussi du pouvoir régional, notamment pour développer des filières dans ce secteur. Je passe un peu la création du nouveau Bauhaus européen, parce que c'est un projet interdisciplinaire qui est piloté conjointement par une instance consultative qui est composée d'experts extérieurs, de scientifiques, d'architectes, et il y en aurait 5 dans le niveau européen, il y aura peut-être Berlin, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça c'est un peu, c'est pas anecdotique, mais je pense que c'est pas la mesure la plus phare, me semble-t-il. Il y en a une autre, la 6e, c'est l'élaboration d'approches fondées sur le voisinage pour les communautés locales, afin d'intégrer des solutions numériques et renouvelables et de créer des quartiers zéro énergie.
Est-ce que c'est par la production d'énergie? Bon, ben, voilà, ça c'est... Il y a une stratégie qui comprendrait également une initiative en faveur de logements abordables qui porterait sur une centaine de quartiers. Mais c'est vrai que c'est aussi l'accès à la propriété. Chez nous en Belgique, évidemment, on prêche des convaincus, on a une brique dans le ventre, c'est vrai. Mais des constructions intéressantes et d'acquisition, d'accès à la propriété pour des personnes, je dirais, de tout niveau. C'est sans doute par la construction avec très peu de consommation d'énergie. J'ai un architecte local qui était le voisin de M. Van Gogh. Ah non, c'est son cousin, M. Tresselge, qui était le cousin de... donc c'était M. Pozel qui était son voisin, mais l'architecte Tresselge est assez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais est assez, c'est un peu sa marotte, c'est de construire des maisons assez petites, pour un couple qui débute dans la vie par exemple, ou un couple de retraités, où tous les espaces sont utilisés, rangements, etc., et où l'énergie est très peu dispendieux. Mais voilà, aujourd'hui, quand on sait que certes, le taux d'intérêt est peu élevé, mais le coût du crédit est peu élevé, mais les habitations, le prix a quand même augmenté, et les garanties demandées par la banque, ben, c'est quand même pas rien. Et donc, c'est clair, ça peut être appréciable, notamment pour booster le secteur par ces constructions intéressantes. Enfin voilà, c'était un peu les intentions de la commission que j'ai voulu essayer de vous synthétiser. Je vous remercie. Oui, il y avait la deuxième question, pardon. Votre deuxième, c'était si je me souviens bien, c'était la révision de la directive sur l'efficacité avec, comment je vais dire, au niveau de la performance énergétique des bâtiments. Ce qu'on sait, c'est que la commission, elle prévoit effectivement de réviser cette année. Juin 2021 était la date annoncée, mais de la directive de 2012 sur l'efficacité énergétique. Et la Commission, elle considère, elle, qu'il est indispensable de compléter cette directive qui vise notamment à, effectivement, au-delà de la promotion de la performance énergétique, c'est d'aller plus loin. Et il y a une consultation d'ailleurs publique qui a été ouverte le 9 février, elle était ouverte jusqu'au 9 février 2021 via un questionnaire en ligne qui voulait recueillir les avis des acteurs concernés au niveau des pouvoirs publics, des entreprises, associations sectorielles, organisations des consommateurs, et qui vise notamment à vouloir une série de réflexions sur les éléments de la directive qui n'ont pas été révisés en 2018, l'impact d'une révision de la directive en vue de répondre à l'ambition accrue de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, et aussi des questions techniques concernant certains articles spécifiques de la directive. Voilà, je n'ai pas eu d'informations non plus sur la future révision de la directive et de l'efficacité. Donc, on n'a pas de... On sait que l'intention existe, mais il n'y a pas pour l'instant, on n'a pas de note d'intention. Il n'y a pas eu, je pense, de rapport d'initiative au Parlement européen non plus. Donc, voilà, on attend la proposition de la Commission, comme vous. Merci pour ces réponses. Ma seconde question, la première en comportant quelques-unes, elle porte sur l'économie circulaire. On sait que c'est important dans le cadre du Green Deal. Va-t-on, par exemple, sur un taux obligatoire d'utilisation de matériaux recyclés? Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet? Quelles sont les grandes orientations européennes? Voilà, si vous saviez nous en dire un peu plus, ce serait très gentil. Oui, ben écoutez, là, voilà, je suis peut-être à la limite de ce que je pourrais vous dire, mais il y a sans doute des velléités de vouloir, pour promouvoir l'économie circulaire, c'est d'obliger l'utilisation de matériaux recyclés. Et d'un autre côté, je crois qu'il faut être attentif, mais là je reviens à mon propos de départ, si le matériau recyclé est hors de prix par rapport à un matériau alternatif qui existe naturellement dans la région où on se trouve, il ne faut pas nécessairement utiliser le recyclé. Et donc l'obligation pourrait être contre-productive par rapport à une utilisation de produits qui ne sont pas nécessairement recyclés, mais qui sont une opportunité. Et donc, c'est pour ça que je me méfie toujours j'aime bien l'adage qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Sans doute faut-il encourager, c'est vrai, mais de là à ce que ce soit obligatoire, en ce qui me concerne, j'ai toujours un peu de réticence par rapport à cette obligation-là, parce que un matériau et l'Europe, on doit aussi penser qu'on légifère pour 27 pays. Si un matériau local existe, utilisons-le et créons une activité autour de cela si elle n'existe pas. Et donc plutôt que d'être obligé de faire du recyclé. On habite au pays de la pierre aussi. Hein. Je sais que la pierre est parfois, c'est pas un matériau nécessairement bon marché, mais on sait l'utilité encore de nos carrières par rapport à la production
je dirais, de matériaux de construction, bien sûr, mais c'est aussi la confection de places publiques. On sait les mésaventures qu'on a connues. D'aucuns ont voulu utiliser des matériaux qui venaient du bout du monde, qui étaient rendus en Europe, mais la place de Theux est le plus bel exemple qu'on connaît dans ma région, hein, qui a dû être défaite parce que les pavés n'avaient pas la même teneur, probablement en métal, étaient érouillés, ça devenait laid. Et en plus, avec 2 hivers où il y avait du gel un peu intensif, ben, c'était problématique. Et donc, oui, dans un autre exemple, je me suis écarté du propos qui était celui de l'utilisation de matériaux recyclés. Je dis qu'il faut promouvoir, mais de là à faire une obligation systématique, je pense que c'est parfois un carcan dans lequel il ne faut pas se placer. Je vous remercie. Ben oui, je vous confirme qu'effectivement, nous avons pas mal de carrières dans notre région et des entreprises de qualité aussi à ce niveau-là. Troisième question qui est pour nous aussi très importante, c'est on sait qu'effectivement, il va y avoir des investissements considérables qui vont devoir être réalisés, notamment dans le secteur en général de la construction pour répondre aux défis climatiques. Alors, l'Europe a lancé un plan de relance de 6 milliards à destination de la Belgique. Bon, c'est déjà pas mal, mais on sait que ce ne sera pas suffisant. Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet-là? Quelles sont les grandes orientations qu'on peut attendre dans les mois et les années à venir? Voilà. Mais oui, vous avez raison de dire que 6 milliards, ça peut paraître, par rapport aux défis à relever, aux différents secteurs qui peuvent s'en bénéficier, ça peut paraître peu. De l'intérieur de l'Union, oui, j'étais étonné, moi, du petit montant, parce que quand je vois les montants que d'autres pays ont reçus, je me dis que peut-être, voilà, le calcul, je sais, c'est fait d'une manière très, très scientifique et n'a pas été discuté, ni par notre gouvernement non plus d'ailleurs, donc je leur fais confiance par rapport à cela. Mais par rapport à obtenir les 6 milliards au niveau européen. Mais l'ensemble du plan des 750 milliards, c'est quand même une performance, parce que de mon expérience européenne où on a vécu sous les plans d'austérité, le respect intangible de la règle de ne pas dépasser 3% de déficit public annuel. Bon, les critères de Maastricht étaient passés par là, les pactes de stabilité, le fait d'avoir probablement de par la crise du Covid et la difficulté plus que encore persistante de pas mal de secteurs, et on doit faire quelque chose. Et là, il y a eu tout de suite, on a brisé cet tabou, on a dit, allez, il faut un plan de relance, et ces 750 milliards qui viennent s'ajouter au budget européen pour les 7 ans à venir, c'est quand même une aubaine qui ne sera peut-être pas suffisante, il faut veiller à bien l'utiliser évidemment, mais je pense qu'elle est la bienvenue et je suis assez content de cette preuve de solidarité qui n'a pas toujours été la qualité première au niveau européen. Et donc cette solidarité qui a fait en sorte que même l'Allemagne accepte une mutualisation de la dette. Ce n'était pas du tout le cas il y a 6-7 ans, c'était impossible. De finalement augmenter l'endettement, alors on essaye de le réduire. Et donc la nécessité a fait loi. Je pense que l'actualité a fait prendre les bonnes décisions. Quant à l'utilisation au niveau de la Belgique, c'est vrai, 6 milliards. Vous avez entendu comme moi certaines utilisations. Je peux faire un commentaire. Je trouve dommage qu'il faille attendre de l'argent de l'Union européenne pour refaire le toit du palais de justice de Bruxelles. Ça fait 40 ans qu'il a des échafaudages. Et d'ailleurs, certains comiques à Bruxelles disaient, mais si on ne devrait pas classer ces échafaudages comme patrimoine. C'est un peu dommage, mais c'est bien qu'on le fasse. Et voilà, mais c'est dommage que c'est avec l'argent qui vient de là, parce que quel signal donne-t-on? C'est qu'on a été incapable de le faire au niveau fédéral, avec la régie des bâtiments, au sein de notre pays. Et il faut que l'Europe vienne, alors que la dépense pourrait être faite plus intelligemment, sans doute, alors que je reconnais qu'il ne faut pas y faire les investissements, mais dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai que dans les projets qui sont choisis, qui sont prêts, ou je ne sais pas où en est la discussion au niveau de la région, il y a déjà quand même un établissement de projets, ils y ont réfléchi, mais avec précision, je ne connais pas tous les projets, mais en matière d'énergie, c'est quand même prévu de construire une infrastructure de transport de l'hydrogène et de capture du CO2 dans l'optique de transformer l'économie belge en une économie bas carbone. En parenthèse, en captant le carbone, là, l'agriculture a un rôle, avec une certaine agriculture, a un rôle fondamental à jouer, qu'on pourrait encourager et que là aussi, on n'a pas nécessairement fait au niveau de la PAC. C'était une autre critique que je n'avais pas faite tout à l'heure.
qu'on a prévu de dégager des fonds pour le développement de centrales électriques à gaz. Voilà, ben c'est mieux que le charbon, hein, parce que je sais que l'effort en Pologne doit être terrible. Voilà, c'est une des, par rapport au secteur énergétique, c'est une des pistes. La modernisation du réseau ferroviaire, c'est évidemment à l'ordre du jour. Le port d'Anvers, parce que si on fait la ligne dorsale wallonne, il faut quand même un investissement équilibré. Et le port d'Anvers lui bénéficiera d'investissements fédéraux pour augmenter les possibilités de faire basculer le fret vers le rail. Donc, en tout cas, en partie, dans l'espoir de réduire le nombre de camions sur les routes, par exemple. Mais des fonds sont réservés aussi pour l'espace public bruxellois pour renforcer l'attractivité de la capitale. Et 200 millions sont prévus pour rénover des bâtiments publics et y réduire les émissions de CO2. Mais par rapport à l'ampleur de la tâche et au faible degré de progression que nous avions, j'avais cité 1% des bâtiments par an, ben, ça semble peu. Maintenant, je pense que c'est un input. C'est aux autres niveaux de pouvoir de faire aussi l'effort dans la même logique. Et là-dessus, je suis quand même assez conforté, puisque on n'a pas attendu le Green Deal pour faire des efforts, notamment au niveau des collectivités locales, des villes, et je pense que ça va se poursuivre, cette tendance. Donc, je n'ai pas trop de crainte par rapport à ça. Même si, effectivement, comme vous le signalez, 6 milliards, c'est bien, mais on ne remplit pas, on remplit pas tous les objectifs avec que ces seuls 6 milliards. Et voilà. Je vous remercie pour vos réponses. Je pense que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti, Benjamin, et je te redonne la parole. Tout à fait. Oui, des participants veulent. Je vois des mains qui se lèvent. Maintenant, est-ce que quelqu'un dans l'équipe voit qui a levé sa main? Madame Claudia, et je n'ai pas eu le temps de voir son nom. Tarrona, Claudia Tarrona de Marchin, je parie. Voilà, ben nous pouvons lui donner la parole alors. Bonjour, Monsieur Tarabella Dantine. Ah ben je reconnais sa voix, c'est elle. Oui, c'est moi. Donc moi, je suis ici, je représente le CFA Libre Liège-Couronne à Serein, et nous avons des jeunes, enfin les secteurs que nous représentons, c'est principalement l'économie, l'industrie, le bâtiment, service aux personnes. Et moi, la question que je me pose quand on fait le tour des CFA de la région liégeoise, c'est qu'il y a une diminution importante des jeunes candidats, particulièrement dans le secteur de la construction. Et donc, je me dis, alors c'est vrai que la crise du Covid nous a empêché de faire des salons du CIEP, d'avoir des possibilités de promouvoir tout ça, mais je me dis comment motiver ces jeunes et comment motiver les entreprises. Mais pour le moment, nous avons plus d'entreprises demandeuses que de jeunes candidats. Comment remotiver ces jeunes à s'inclure dans un secteur qui est un peu déserté pour le moment, quoi. Et je me dis, qu'est-ce que le secteur fait? Qu'est-ce que l'Europe pourrait faire? Alors, c'est vrai que, Marc, tu disais, il y a les centres de compétences, les CTA, etc., qu'on fréquente régulièrement, mais on est en manque de main-d'œuvre, quoi, de jeunes intéressés par ce secteur. Alors, on va développer plus le secteur de la logistique, mais comment motiver aussi les entreprises, genre Logiport, TNT, l'aéroport de Bierzet, pour engager nos jeunes et leur permettre de se former pour répondre aux besoins de l'entreprise. Merci. Je ne sais pas si je peux t'apporter une réponse précise, puisque les outils existent, tu l'admets, ils sont là, et il y a une crise de vocation. Et ça, on ne refait pas l'historique, mais c'est vrai que peut-être malheureusement, a-t-on eu le tort comme on a eu le tort au niveau européen, de manière macroéconomique, de croire qu'on était les cerveaux du monde et que c'est les autres qui allaient faire les petites mains et produire toutes les productions industrielles, etc. Ben, ça a été une grave erreur, d'autant plus que les cerveaux, ils sortent plus d'Inde, de Chine que de chez nous quand je parle des compétences technologiques, techniques, en termes de nombre d'ingénieurs, etc. Ce sont des filières qui sont aussi moins prisées qu'à une certaine époque. Et donc, c'est sans doute aussi un problème qui n'est pas que lié à, je dirais, à ce que tu évoques dans les CFA et dans la formation technique, mais c'est de repopulariser ces filières, quoi. Ça conduit à des vrais emplois. Enfin, je veux dire, je connais plusieurs entrepreneurs qui
quand ils ont un excellent ouvrier, ben, ils le gardent dans les PME, ils savent la richesse qu'ils ont. C'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut probablement réencourager à embrasser ces métiers par l'orientation, sans doute. Et puis, moi j'entends aussi le langage des entreprises, hein. J'ai beau être un gars progressiste, voilà, mais je comprends les entreprises qui en ont ras-le-bol quand un jeune vient, il vient le lundi, puis le mardi, puis il arrive déjà en retard mardi, mais mercredi il ne vient plus parce qu'il a mal au dos. Ça existe aussi, quoi. Et donc, faut-il sans doute réencourager à embrasser certaines filières qui sont intéressantes et qui procurent des vrais emplois, des vrais travaux non délocalisables, parce que c'est quand même un secteur, notamment la construction, on peut dire, les rénovations de bâtiments, ça se fait là où sont les bâtiments. Hein, donc, je ne sais pas si l'Europe peut faire quelque chose, en tout cas pas concrète. Concrète, c'est le problème, il se pose à Serein, il se pose ici en Wallonie, dans d'autres régions aussi, hein, ça se pose aussi, même au Japon. Hein, la crise des vocations dans les métiers techniques, c'est pas pour rien qu'il y a WorldSkills, qui a sa branche belge. C'est pour promotionner les métiers techniques et par justement une excellence, médaille d'or de ceci, ben, je trouve que ça peut attirer des jeunes à aller vers ces fonctions. La soudure, par exemple. Il faut aussi déconstruire les stéréotypes. Les filles sont performantes en matière de construction, c'est ce que me disaient souvent les formateurs quand j'allais visiter les centres de formation. Ben, quand ils avaient des écoles qui venaient, ils disaient ben, les filles sont beaucoup plus consciencieuses. D'ailleurs, j'ai même été un jour, je me suis pris au piège d'un stéréotype, j'étais à Technifutur, j'ai fait pendant un week-end. C'était à l'époque on voulait faire le championnat de Belgique, mais c'était la Wallonie et Bruxelles, puisque la Flandre ne participe pas à Skills Belgium. Ben, pour faire la sélection pour les métiers techniques, pour aller au championnat, était ce championnat d'Europe à Rotterdam ou le championnat du monde, je ne sais plus où, c'était pas au Japon, parce que c'est le premier auquel j'ai assisté. Ben, il fallait faire une qualification. Et pendant un week-end, j'ai circulé le centre de formation. Et à Technifutur, deuxième épreuve de soudure. Et je vois, il va avoir fini, monsieur le ministre. Si vous avez encore un peu le temps, on va peut-être connaître le lauréat. Et je vois sortir les élèves des cabines de soudure. Il y avait une dame, enfin c'est une dame, j'ai vu, elle enlève le casque de soudure, grande, longue chevelure noire, bouclée. Je dis, oh, mais c'est une dame. Ben oui, ben écoutez, ça risque d'être elle, vous savez, elle a une chance parce que c'est elle qui était la meilleure à la première épreuve. Et ce fut malheureusement pas elle, mais déconstruire les stéréotypes sexistes. Il y a aussi des métiers dans les technologies, dans l'électromécanique, les filières technologiques, techniques. À un moment donné, il faut plus de filles aussi, et elles sont aussi compétentes. Et je pense qu'il y a quand même toute une série de métiers, il faut arrêter de dire que c'est un métier d'homme. Chauffeur de bus scolaire, peut-être il y a quelques années, c'était peut-être étonnant de voir une femme qui conduit. Aujourd'hui, on est plutôt rassuré, elle conduit généralement mieux que les hommes. Et donc, voilà, déconstruire les stéréotypes, c'est une partie de la réponse. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais je pense que davantage les pouvoirs directement liés au problème doivent pouvoir essayer de trouver des solutions pour repopulariser ces filières. Il y a M. Bruno Schneider qui a demandé à prendre la parole également. Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Bruno Schneider, je représente les centres d'insertion socio-professionnelle qui sont notamment actifs ici dans la région liégeoise, dans le maraîchage ou la rénovation en bâtiment, plusieurs aspects qui sont concernés par le Green Deal. Et alors, j'aurais aimé attirer votre attention sur une chose, monsieur le député, c'est que on va avoir besoin vraiment de toutes les forces vives, je pense, par rapport à ce changement important à venir, y compris de personnes finalement qui n'ont pas réussi au niveau scolaire ou qui sont sans emploi depuis longtemps. Et le secteur qu'on appelait la préformation, la formation préqualifiante, peu importe, de l'insertion socio-professionnelle, je pense, est important. Et il y a quelques années, enfin, l'appel 2014, lorsque le Fonds social européen avait fait son nouvel appel, notre secteur était a priori exclu. Et il a fallu d'autres actions plus tard, très ciblées, notamment par exemple sur les NEET. Il a fallu plusieurs années pour le faire. Voilà, je ne sais pas à quel point
les discussions par rapport au prochain appel FSE+, sont avancées, mais ce serait important de ne pas spécialement exclure un type d'opérateur plutôt qu'un autre. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde pour travailler sur ces aspects-là. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà plus d'informations à ce niveau-là, et s'il y a vraiment une orientation de ce Fonds social européen vers le Green Deal tel qu'il est a priori annoncé. Oui, merci pour votre question. J'en profite d'ailleurs pour saluer votre secteur que j'ai un peu bien connu, parce que quand je suis arrivé comme ministre en 2007, il y avait le décret sur le nouveau décret et l'agrément des EFT, disait-on à l'époque, et des OISP, des organismes d'association professionnelle. Et donc, c'était un des premiers boulots. Et j'étais dans pas mal d'ailleurs, et saluer aussi le travail que vous faites, parfois avec des publics qui ont souvent subi et vécu le décrochage scolaire et qui se raccrochent à une bouée, et certains qui ont envie de faire ça et qui viennent aussi de manière positive. Mais le travail et parfois le taux d'insertion à l'emploi que certaines de vos institutions ont été assez admirable. C'était M. Davister à Serein, je me souviens, mais il y en avait d'autres. Il y a plein que j'avais visités. Et c'est vrai qu'on ne doit pas oublier ce secteur de la formation préqualifiante et qui s'adresse aussi à un public qui, en moyenne, est plus éloigné de l'emploi et du travail. Et donc, mais ça, c'est davantage la région wallonne qui doit, avec la formation, ce doit être Madame Montréal qui est ministre de la Formation. C'est Christie, je pense. Hein. Et donc, il doit être attentif à ce secteur et à ce que vous ne soyez pas oubliés dans la répartition et dans les appels, notamment, et que on n'oublie pas votre secteur. Et moi, une crainte que j'ai, et je la partage avec vous, ça fait 1 an et demi que les enfants vont plus trop à l'école ou à moitié. Il y a des écoles qui le font et d'autres qui le font. C'est à mi-temps. Moi, j'ai un fils qui va avoir 16 ans. Il est en 4e année, mais l'année passée, des mois, il n'y est pas allé. Il y avait quand même des travaux à domicile à rentrer, etc. Mais c'est quand même un rythme scolaire qui n'est pas celui de la normalité. Et ça fait 1 an et demi. Et pour certains, l'année prochaine, si on peut l'espérer quand même qu'elle soit normale, le nombre de décrochages scolaires qu'il va y avoir. J'ai un peu peur de l'abondance de décrochages scolaires à cause de l'année et demie anormale qu'on vient d'avoir et où malheureusement la formation et la dispensation, le fait de dispenser la matière n'aura pas été vue de manière optimale. Mais c'est davantage la région wallonne qui doit pouvoir vous répondre et être votre interlocuteur là-dessus, parce que l'Europe ne mettra pas de frein. D'abord, elle finance, elle cofinance. Il est clair que c'est à la région à faire valoir, je dirais, tout le mérite de votre secteur. Je remercie aussi évidemment les intervenants, donc messieurs Blaise, Piet, Van Gorp et Hick, qui ont préparé et posé des questions à Marc Tarabella aujourd'hui. Et les réflexions, effectivement, nous ont servi aujourd'hui et nous serviront aussi sans doute dans la poursuite des travaux que nous serons amenés à mener, puisque, je le rappelle, ce séminaire préfaçait en quelque sorte ou entamait une série d'organisations, de tables rondes sectorielles qui auront pour thème donc l'industrie, la logistique et le secteur de la construction. Des dates ont déjà été retenues, donc je vais les donner. Et après, j'apporterai quand même une petite précision. Donc, il y aura le 30 mars pour le secteur de l'industrie, le 27 avril pour le secteur de la logistique, et alors il restera une date à fixer dans le courant du premier trimestre 2021, donc normalement au plus tard en juin, pour le secteur de la construction. Donc là, des précisions. Les invitations, effectivement, seront lancées en temps et en heure. En sachant, là, je précise aussi, pour ne pas qu'il y ait de déception, que, effectivement, je vais dire que l'éventail des invitations, ici, les invitations ont été envoyées de manière très large. Et ici, le champ des invitations sera peut-être un peu réduit. On reviendra peut-être plus à un fonctionnement plus traditionnel au niveau du fonctionnement des organisations dans notre instance. Voilà, tout simplement. Je remercie aussi effectivement tous les participants et de l'intérêt qu'ils ont porté à ce webinaire. Je salue chaleureusement tout le monde et au plaisir de se rencontrer, que ce soit en espérant que ça puisse se faire en présentiel et s'il n'y a pas moyen, peut-être encore une fois via écran interposé. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci.